Une voix ordonne à tous de se mettre en formation de combat, insistant sur la nécessité de vaincre un énorme monstre aujourd'hui. Sans faute, un combattant demande furieux où est le monstre, pour être averti par un autre qu'il est juste derrière lui. Le combattant se retourne, choqué et terrifié. À un moment crucial, un autre combattant apparaît et tranche le monstre d'un coup d'épée décisif, tandis que le premier combattant, qui était en danger, et un autre compagnon regardent avec stupéfaction. Le premier combattant demande au nouvel arrivant comme s'il le connaissait, mais un elfe aux cheveux blancs paraît aussi surpris par la présence du combattant, se demandant pourquoi il est venu. Après la fin de la bataille, l'elfe parle avec le sauveteur, exprimant sa profonde gratitude et disant qu'il ne sait pas comment le remercier. L'elfe s'excuse pour tout problème qu'il aurait pu causer par le passé et lui dit qu'il a sauvé sa vie et protégé la paix de leur tribu, lui assurant qu'il n'oubliera jamais cette gentillesse. Un message système apparaît indiquant le premier accomplissement du joueur. Un étranger qui a gagné la confiance d'un elfe, lui accordant une libre circulation dans les territoires de la race elfique. L'elfe ajoute que sa jeune sœur a également quelque chose à dire aux combattants. Sa sœur s'avance et lui rappelle sa précédente proposition de devenir son compagnon. Le personnage reçoit un autre premier succès, le titre d'un étranger qui a gagné un elfe comme compagnon, lui permettant d'utiliser l'équipement de la race elfique. La jeune elfe accepte sa demande, disant qu'elle aimerait cela aussi, puis ajoute hésitamment un mot et la scène se transforme en une joyeuse cérémonie de mariage où les mariés célèbrent au milieu des acclamations de la foule. Le combattant et l'elfe échangent des anneaux et s'embrassent. Une notification de réussite apparaît, indiquant que le joueur est le premier étranger à épouser une elfe, mais une voix forte interrompt soudainement la notification et ordonne son arrêt. La scène se transforme pour montrer un homme sur une scène devant un public, disant qu'il a passé d'innombrables heures à réfléchir à comment présenter ce qu'il va dire. L'homme annonce que le jeu Ares n'est pas simplement un jeu, mais que tous les personnages qui s'y trouvent sont dotés d'une intelligence artificielle qui leur permet de prendre leurs propres décisions et d'agir en fonction de la conception de leur propre personnalité. Décrivant Ares comme un autre monde. Le public est stupéfait et une personne demande si ce qu'elle vient de voir était vraiment des images de jeu. La présentation continue en affirmant qu'Ares n'est pas seulement un jeu réaliste, mais que Purium Litide a créé un nouveau monde. Cela a été possible grâce à une intelligence artificielle avancée qui a donné naissance à un être divin. Cet être évalue les utilisateurs et peut leur accorder des capacités incroyables selon leur réussite. Le conférencier explique que quiconque reçoit une révélation du dieu d'Arès obtiendra des pouvoirs spéciaux et pourra devenir un héros ou même construire ses propres forces et régner en tant que roi. En résumé, les participants peuvent réaliser tout ce qui est envisageable dans la réalité, et même l'impossible peut être accompli dans le jeu Ares. Un participant exprime des doutes quant à la véracité de toutes ces affirmations, mais souhaite absolument essayer le jeu en raison de sa qualité exceptionnelle. L'enthousiasme éclate parmi le public alors qu'ils scandent le nom de Monsieur Lee Si-jin et demandent comment l'acheter et qu'ils veulent de commencer immédiatement. Un commentaire apparaît expliquant qu'en l'année 2045, le jeu Ares a été développé et la réaction a été retentissante car son impact ne s'est pas limité à l'industrie du jeu vidéo, mais s'est étendu à changer la culture du monde entier. Son nombre d'utilisateurs a dépassé 1 milliard en un instant. Un an plus tard, un nouveau joueur se lève et exprime son étonnement, disant que le jeu est plus réaliste qu'il ne l'avait entendu. Un autre joueur exprime sa profonde admiration, notant que l'expérience ressemble à un véritable voyage à l'intérieur de la zone des débutants. Un joueur réalise que les capacités physiques d'une personne dans le monde réel se reflètent à l'intérieur du jeu. Un joueur attire l'attention de son compagnon sur une scène devant eux, en pointant un événement présent dans le jeu depuis son lancement, fracassant un mannequin en bois. Et il est dit que 1,2 milliard de personnes ont essayé de l'accomplir, mais elles ont toutes échoué. On dit parmi les joueurs que réussir le défi du mannequin en bois accorde au gagnant une capsule de jeu Ares très spéciale d'une valeur de 50 millions de won, en plus d'une augmentation de 5 points dans toutes leurs statistiques. Bien que la quête semble simple et ne nécessite que 10 coups, le nombre de challengers a récemment diminué. La raison en est que le consensus général considère ce défi comme impossible, surtout après qu'une série de représentants sportifs nationaux ait échoué, et même le héros médaillé d'or Anul n'a pas réussi à le briser. Pour cette raison, il y avait beaucoup de discussions sur ce défi, mais les joueurs restèrent là sans essayer, attendant tous l'arrivée du véritable et ultime espoir de l'humanité. Soudain, une voix dans la foule leur demanda de faire place, et un homme corpulent nommé Medusa, décrit comme l'homme le plus fort parmi les humains, apparut, surprenant les spectateurs. Medusac observa le mannequin en bois, notant que c'était celui que Anul n'avait pas réussi à casser. Sa stature immense faisait dire à certains qu'il ne semblait pas de la même espèce qu'eux, et des rumeurs disaient qu'il pouvait battre un ours à main nue. Sa silhouette massive se tenait devant le mannequin en bois, le rendant minuscule à côté, amenant certains à penser qu'il pourrait le briser. Avant de finir les 10 coups, Medusac a déclaré que la précieuse capsule serait à lui, puis a frappé violemment le mannequin. La foule éclata en acclamations admiratives quand le mannequin en bois fut repoussé loin par le coup, se demandant si un challenger réussirait enfin. Pendant ce temps, ailleurs, 2 développeurs observèrent la scène.
L'un espérait que Medusa réussirait pour que les appels de protestation cessent. Mais son collègue paraissait inquiet, disant que si cet homme échouait aussi après Annule, cela causerait probablement un gros désordre. Il expliqua que les gros titres des journaux du lendemain seraient trop pleins d'accusations contre l'entreprise pour avoir créé une quête impossible pour attirer l'attention, et qu'Ares est obsédé par recruter des utilisateurs et chercher des profits. L'employé a conclu que s'il échouait, cela signifierait qu'il devrait intervenir dans le système Ares, une action sans précédent. Son collègue se demandait si le PDG accepterait cela, mais elle a insisté sur le fait que lui, en tant que chef d'équipe, devait le faire, menaçant de démissionner s'il ne réussissait pas. De retour dans le jeu, un message est apparu à l'écran. Quête échouée. Veuillez réessayer. Medusac était sous le choc, incapable de croire qu'il avait échoué au bureau. Le chef d'équipe mit sa main sur son visage, désespéré, disant qu'ils étaient dans le pétrin. Son collègue suggéra qu'il s'enfuit rapidement avant que les appels de protestation ne commencent, et l'invita en plaisantant à dîner à ses frais. À ce moment, un autre employé les appela pour informer le chef d'équipe qu'un nouveau challenger arrivait. Le chef d'équipe demanda avec indifférence s'il semblait qu'il réussirait, et l'employé fit remarquer que le nouveau challenger portait l'équipement de base qu'un joueur obtient en créant un personnage, et que son arme semblait venir de la boutique en ligne. Mais beaucoup de joueurs utilisant ces outils avaient déjà échoué. L'employé s'excusa d'avoir dit quelque chose d'inutile, mais le chef d'équipe le rassura en disant que ce n'était pas grave, car lui aussi avait eu des moments d'espoir. Il a décidé d'aller dîner et de revenir plus tard. Mais en se retournant pour partir, lui et son collègue ont entendu un bruit fort et soudain qui les a fait se demander d'où cela venait. C'était le bruit du nouveau challenger infligeant un coup dévastateur au mannequin en bois, après quoi un message mondial est apparu pour le féliciter. Les messages suivants annonçaient qu'il était le premier utilisateur à détruire avec succès le mannequin en bois, et qu'il avait gagné 5 points pour toutes ses statistiques et 200 points de renommée. Le chef d'équipe et ses collègues étaient stupéfaits, se demandant ce qui venait de se passer et qui était ce joueur talentueux, surtout que Medusac était leur dernier espoir. Puis le chef d'équipe comprit la vérité incroyable. Ce héros était sûrement une personne ordinaire du bureau. Stupéfait, il demanda à son collègue de vérifier le grade de l'épée utilisée par le challenger. L'employé a dit que le résultat de la recherche était un peu bizarre, et le chef d'équipe a répondu que c'était normal, ça aurait été étrange si ça ne l'était pas. Elle a ensuite révélé les détails, expliquant que l'épée nommée était de grade épique, avec une puissance d'attaque de 143 et une durabilité complète, et qu'elle avait une restriction d'utilisation nécessitant un niveau 40 ou plus, sans aucune restriction sur son créateur. Le chef d'équipe fut très choqué d'apprendre que l'épée était épique, et se demanda qui était cet homme mystérieux, et quelle était sa vraie nature. La scène se déplace vers un rêve ou un souvenir où le fracas du métal résonne dans l'atelier d'un forgeron. Le protagoniste se souvient du feu ardent qui était capable de lui voler toute la sueur de son corps et voit une image de son père travaillant dur devant la forge. Dans le rêve, le jeune homme regarde ses mains fatiguées, puis son père, lui disant qu'il est revenu. Le jeune homme embrasse son père, jurant de le protéger, mais le rêve se transforme rapidement en un cauchemar terrifiant et horrible. Le jeune homme trouve son père entouré de flammes, hurlant à cause de la chaleur intense. Le fils crie de terreur, suppliant son père de sortir du feu et l'exhortant à s'échapper. Le jeune homme se réveille soudain, haletant et les larmes aux yeux, réalisant qu'il a refait le même rêve. La scène suivante se passe dans le monde réel, précisément dans le hall d'un hôpital à Séoul, en Corée. Là, le jeune homme nommé Kim Ji-hoon pense ironiquement aux gens qui s'accrochent encore à l'espoir de briser le mannequin en bois. Réalisant que la force physique seule ne suffit pas pour cela, un ami l'interrompt, agacé, lui rappelant qu'il lui avait demandé de ne pas l'appeler pendant la journée. Kim Ji-hoon justifie son action en disant qu'il ne peut pas le rencontrer le soir à cause de son travail et qu'il ne peut même pas entrer dans la chambre du père de Ji-hoon à l'hôpital. Son ami soupire et lui demande ce qu'il veut, et Kim Ji-hoon commente sur ses vêtements lourds et lui demande s'il n'a pas chaud. Son ami lui lance un regard menaçant et lui demande s'il veut mourir, ce à quoi Kim Ji-hoon s'excuse immédiatement. Ensuite, Kim Ji-hoon va droit au but et demande à son ami s'il a entendu parler du jeu Ares. Il explique que c'est le jeu le plus célèbre du moment et qu'il fonctionne avec une intelligence artificielle supérieure. Puis il lui parle d'un événement spécial pour les débutants dans le jeu. Il explique que personne n'a réussi cet événement, même des célébrités de renom ont échoué, mais le prix pour réussir est une capsule de jeu VVIP d'une valeur de 50 millions de won. Son ami répond avec détachement, se demandant pourquoi essayer si 1 milliard de personnes ont déjà échoué, ajoutant qu'il ne joue pas aux jeux vidéo de toute façon. Kim Ji-hoon admet que ce sera difficile, mais affirme que ce n'est pas impossible, puis dit à son ami que lorsqu'il s'agit de casser ce mannequin en bois, il pourrait avoir une chance, ce qui intrigue son ami. Kim Ji-hoon conduit son ami vers un endroit équipé de capsules de jeu, révélant qu'il a soigneusement préparé une capsule de jeu Ares standard pour lui, d'une valeur de 10 millions de wons, ce qui surprend énormément Ji-hoon. Son ami commente que le jeu est cher et pourtant 1 milliard de personnes y jouent, ce à quoi Kim Ji-hoon répond que cela vaut l'investissement. Il ajoute que si les choses se passent bien, les joueurs peuvent obtenir des récompenses incroyables et même échanger avec de la monnaie réelle, ce qui explique pourquoi tout le monde s'y précipite.
Kim Ji-hoon termine son explication et propose qu'ils entrent, révélant qu'il a essayé le jeu un peu lui-même. L'ami de Kim Ji-hoon demande d'où vient la capsule de jeu coûteuse, mais Kim Ji-hoon ignore la question et l'incite à réfléchir à combien d'argent il pourrait gagner grâce à cela. Son ami en doute, se demandant s'il y a une garantie de profit et qualifiant l'idée de son ami de folle. Kim Ji-hoon défend son idée avec enthousiasme, insistant sur le fait que c'est un investissement et que Ji-hoon a une réelle chance. Son ami insiste pour qu'il détaille la base de cette opportunité présumée. Kim Ji-hoon dévoile le secret de sa confiance, qui est l'existence de la classe de forgeron dans le jeu Ares. Il s'adresse alors à son ami en tant que Kang Hyun-soo, révélant sa véritable identité en tant que fils unique d'un maître artisan de renommée mondiale et son seul héritier. Kim Ji-hoon se demande comment un mannequin en bois pourrait poser un défi à quelqu'un avec les compétences de Hyun-soo. Hyun-soo enlève son chapeau, révélant des cicatrices sur son visage, et dit à son ami qu'il n'a jamais vu son véritable état depuis l'accident. Il dit que c'est sa situation actuelle, admettant qu'il n'est pas en état d'essayer quoi que ce soit. Les souvenirs du passé montrent l'horrible accident, qui était un incendie massif. Hyun-soo se souvient avoir couru à travers les flammes, criant pour son père, essayant de le réveiller et de le sauver du feu. Hyun-soo explique comment cet horrible accident lui a littéralement tout pris. Il a à peine réussi à survivre, mais son père n'a jamais repris connaissance, et sa famille était bien trop pauvre pour couvrir les frais médicaux exorbitants. Hyun-soo a été contraint de travailler dans des emplois manuels pénibles après avoir passé 10 ans dans les pas de son père. Il se souvient du marteau qu'il utilisait pour forger d'innombrables métaux, mais même ce travail est désormais une chose du passé, quelque chose qu'il ne peut plus faire. Hyun-soo explique à son ami que depuis l'accident, il ne peut plus utiliser la force de son bras droit, rendant le travail manuel difficile, sans parler de l'art de la forge. Il lui dit qu'il s'occupera de ses propres problèmes, mais apprécie sa tentative d'aider. Il lui demande ensuite de rendre la capsule, le traitant d'imbécile pour avoir gaspillé 10 millions de won, puis s'en va en disant qu'il est temps pour son travail à temps partiel. Kim Ji-hoon lui crie dessus, le traitant de véritable imbécile, et révèle qu'il est au courant de sa situation financière difficile et de ses difficultés mensuelles à payer les factures d'hôpital de son père. Se demandant combien de temps il peut continuer ainsi, Kim Ji-hoon poursuit sa confrontation, lui posant des questions sur sa vie et son avenir, et s'il va laisser son corps blessé tel quel pour toujours. Insistant sur le fait que ce jeu peut tout arranger, il lui rappelle que le coût total du traitement est d'environ 3 milliards de wons, une somme fantastique. Mais cela ne signifie pas qu'il doit abandonner. Kim Ji-hoon lui rappelle son ancienne passion et son rêve de vivre comme forgeron pour le reste de sa vie, et crie avec enthousiasme qu'il peut réaliser cela dans le jeu Aries. Kim Ji-hoon promet de prendre en charge les 10 millions de wons et le supplie de l'écouter juste une fois. Il le supplie de lui donner juste une chance, promettant qu'il ne le pressera pas après cela. Le souvenir de l'incendie et de son père piégé refait surface dans l'esprit de Hyun-soo, qui reste silencieux en regardant sa main droite tremblante et faible. Alors que la scène se déplace vers un chantier de construction où son travail est censé commencer. Sur le chantier, Hyun-soo essaie de se concentrer sur son travail, pensant que son ami Ji-hoon lui a rempli la tête d'idées inutiles. Il se dit qu'il doit se dépêcher de gagner de l'argent pour le traitement de son père. Mais tandis qu'il travaille, un fort bruit de métal résonne dans son cœur, éveillant une profonde nostalgie de son passé. À la fin, involontairement, Hyun-soo se retrouve à retourner à l'endroit avec les capsules de jeu, admettant que le son du métal l'y a conduit. Les paroles enthousiastes de son ami sur son rêve de vivre comme forgeron et comment il pourrait le réaliser dans Ares résonnent dans son esprit. Il se souvient avec tendresse du feu ardent et du tintement du métal qui faisaient partie de sa vie, et décide d'entrer dans le jeu, promettant à son père qu'il entendra à nouveau ce son. À son entrée, des messages système lui souhaitent la bienvenue dans Ares et annoncent le début de la création de personnages. On lui demande un pseudonyme, et Hyun-soo choisit Hyun-soo. Après cela, le processus de personnalisation du personnage commence. Hyun-soo est surpris lorsque le système commence à analyser son type de corps et découvre que la cicatrice sur son visage due à l'accident est également apparue sur son personnage dans le jeu. Une fois l'analyse terminée, le système lui demande s'il souhaite continuer avec cette apparence. Après un moment d'hésitation, Hyun-soo accepte. Le processus de création de personnages se termine et la recherche d'un serveur commence. Dès qu'il entre dans le monde du jeu, Hyun-soo remarque deux choses étonnantes. La cicatrice sur son visage a disparu et, plus important encore, la force est entièrement revenue dans sa main droite. Il pense à son ami Kim Ji-hoon et réalise qu'il lui doit maintenant 10 millions de wons et décide qu'il travaillera dur pour rembourser cette dette. Il est ensuite convoqué dans une zone aléatoire et transporté dans la zone des débutants de la région de Barden, spécifiquement à l'atelier de forgeron de lin. À l'intérieur, il trouve un vieux forgeron peinant avec son travail, jurant qu'il n'abandonnera jamais et déterminé à forger une épée qui surpassera celle de son adversaire. Le forgeron frappait le métal avec force, suppliant désespérément pour que sa tentative réussisse. Hyun-soo l'interrompt calmement, lui disant que ce n'est pas la bonne manière de faire, ce qui surprend le forgeron. Le forgeron est surpris par la présence d'un étranger et demande ce qu'il vient de dire. Hyun-soo répète que la façon dont le forgeron travaille n'est pas la bonne méthode.
Le forgeron se met en colère et demande à Yun-Su avec mépris, étant juste un enfant et un étranger, ce qu'il pourrait bien savoir sur la forge, et Yun-Su lui dit qu'il ne fera jamais une épée solide de cette manière. Yun-Su dit qu'il sait que ce n'est pas son affaire, mais il ne pouvait pas rester là à voir le forgeron tenter de forger une grande épée de la mauvaise façon. Le forgeron ricane à ses paroles, se demandant s'il parle comme s'il savait vraiment comment faire. Après un moment de réflexion, le forgeron décide qu'il n'a rien à perdre et tend le marteau à Yun-Su, le défiant de montrer ce qu'il sait faire. Il lui dit qu'il va l'observer de près pour voir s'il a les compétences pour justifier sa confiance. Yun-Su pense en lui-même que son plan initial était d'approcher le forgeron et de demander à utiliser son atelier, mais que ce développement pourrait aussi jouer en sa faveur. Il se tourne alors vers le forgeron et lui dit qu'il a une condition. Le forgeron est surpris par la condition de Yun-Su, qui explique que s'il prouve ses compétences, il doit être autorisé à garder l'épée qu'il fabrique en retour. Yun-Su promet de lui montrer quelque chose qui vaut la peine d'être vu, et le forgeron le traite d'arrogant. Le forgeron rit, disant qu'il aime cette confiance et espère qu'elle durera. Mais il avertit Yun-Su que s'il échoue, il paiera le prix de son arrogance, ce que Yun-Su accepte. Yun-Su prend le marteau et pense que 3 années se sont écoulées. Il admet à lui-même que malgré ses paroles assurées, il n'est pas sûr d'avoir encore le talent. Mais dès qu'il commence à frapper le métal, la sensation familière revient, et il sent la confiance l'envahir, réalisant qu'il peut le faire. Des images de son père malade et de son ami Ji-Hoon traversent son esprit, le poussant à travailler avec toute sa détermination, comme s'il leur demandait d'attendre un peu plus longtemps. Les sentiments oubliés reviennent, du bruit familier de l'acier à la chaleur brûlante sur sa peau. Il est ravi d'être de retour dans son environnement naturel, réalisant que son corps se souvient encore de l'artisanat et sa confiance en sa capacité à réussir est renouvelée. Le vieux forgeron regarde son travail, et d'abord, il pensait que Yun-Su était juste un mauvais imitateur, mais il admet vite que sa technique n'est pas mauvaise et qu'il doit avoir un peu d'expérience. Pourtant, le forgeron pense que c'est la limite pour Yun-Su, et il est perplexe face à sa joie débordante en travaillant. Le forgeron estime que prendre plaisir à travailler n'a pas d'importance. Les résultats sont tout dans ce monde, et sans compétence particulière, il est inévitable qu'Yun-Su se heurte à une impasse. Il pense que sa décision de le laisser essayer était une perte de temps, car il est impossible pour un joueur dans la zone des débutants d'avoir une compétence en forge. Soudainement, le forgeron voit quelque chose qui l'émerveille dans le métal sur lequel Hyun-Su travaille. Il remarque que Hyun-Su utilise une technique avancée où il plie, réchauffe et trempe l'acier à plusieurs reprises, concluant que c'est une méthode pour augmenter la résistance tout en éliminant les impuretés. Le forgeron est surpris, se demandant pourquoi il n'a jamais pensé à une méthode si simple. Bien qu'il soupçonne un tour, il décide d'utiliser sa compétence spéciale pour évaluer la qualité du métal. Le résultat montre que l'acier a été amélioré de la qualité D à la qualité C. Le forgeron n'en croit pas ses yeux. Bien qu'il ait déjà forgé de l'acier de qualité C, cela n'a jamais été amélioré aussi rapidement. Le forgeron admet que Yun-Su ne disait pas juste des bêtises, mais il pense toujours que c'est sa limite. Il est sûr qu'il ne peut pas augmenter plus le grade, et il croit que quelques astuces bon marché ne changeront pas le fait que, sans compétence, Yun-Su n'est pas différent de lui. Le temps s'écoule pendant que le forgeron observe jusqu'à être complètement submergé par la somnolence. Il se réveille plus tard, stupéfait de constater que Yun-Su continue de travailler sans relâche. Yun-Su continue à marteler toute la nuit avec une concentration intense. Le forgeron se demande comment ce jeune homme ne se fatigue pas. À l'aube, Yun-Su termine son travail, et un nouveau message d'évaluation apparaît. Acier de qualité B, laissant le forgeron dans un état de stupéfaction totale. Il ne peut pas croire qu'il soit possible d'atteindre la qualité B sans compétence particulière. Puis il voit que Yun-Su ne s'est pas arrêté et se demande, stupéfait, s'il vise un grade plus élevé. Après une nuit de dur labeur, Yun-Su est épuisé, se demandant s'il ne s'est pas trop poussé. Le vieux forgeron, impressionné par son talent, s'avance et offre son aide. Yun-Su le remercie. Ensemble, ils terminent la pièce de métal brut. Le forgeron observe le résultat avec admiration, affirmant que c'est un lingot de grade A, parfait pour une épée de grade rare, ce qu'il n'aurait jamais imaginé. Le forgeron explique qu'il a une compétence qui lui permet de voir le grade des objets, et qu'au cours de sa vie, il n'a jamais vu d'objet de grade magique dans le village des débutants, encore moins un grade rare. Il dit avec enthousiasme à Hyun-Su qu'avec ce métal, il peut forger une épée unique. Mais Hyun-Su répond qu'il est encore trop tôt pour fêter. Il doit encore finir le manche et polir la lame pour un tranchant plus fin. Il explique que l'épée doit être conçue pour résister à une force immense sans se casser, et que le tranchant de la lame est encore loin d'être parfait. Le forgeron rit, admettant qu'il n'a jamais rencontré quelqu'un d'aussi étrange que Yun-Su, qui répond simplement qu'il a toujours aimé la forge depuis son enfance. À ce moment-là, le forgeron suggère à Yun-Su d'essayer de forger à nouveau l'épée, mais cette fois avec un nouveau matériau qu'il fournit. Le forgeron révèle un grand morceau de minerai de mithril brillant, expliquant que c'est un héritage familial transmis de génération en génération. Yun-Su demande pourquoi on lui donne quelque chose d'aussi précieux, et le forgeron répond qu'il a beaucoup appris grâce à lui, et que ce minerai dépasse de loin ses compétences, et qu'il veut voir quel genre d'épée un véritable maître peut en faire. Yun-Su est ravi de travailler avec un métal légendaire qu'il n'a lu que dans les histoires.
Même si c'est risqué car il n'a jamais travaillé avec, il décide qu'il ne peut pas refuser cette offre. Puis le forgeron demande maladroitement s'il peut appeler Hyun-soo maître. Et Hyun-soo refuse catégoriquement sa demande, menaçant de ne pas utiliser le mithril s'il insiste, et le forgeron recule immédiatement. Un mois plus tard, l'épée légendaire Daylight Epic est achevée, possédant une puissance d'attaque immense et des capacités spéciales, et est décrite comme une épée légendaire, telle qu'on n'en verra jamais plus dans la zone des débutants. De retour au centre de gestion de la société Purium, les développeurs passent en revue les événements incroyables du joueur de niveau 1. Hyun-soo, le chef d'équipe, est toujours impressionné, mais sa collègue le presse de retourner au travail. Elle se plaint du manque d'informations disponibles sur le joueur, mais révèle ensuite ses informations personnelles de base. Kim Hyun-soo, 23 ans, qui s'est connectée depuis la maison d'une connaissance. Elle explique qu'elle a obtenu cette information à partir de sa candidature pour le prix de la capsule VVIP. Elle ajoute que Hyun-soo a fortement demandé à garder son identité réelle confidentielle. Les développeurs se demandent pourquoi il voudrait rester anonyme, et le chef d'équipe conclut qu'il doit avoir ses propres raisons pour éviter les projecteurs et la célébrité qui finiront inévitablement par arriver. Au centre de gestion, le chef d'équipe demande où est Hyun-soo. Son collègue dit qu'il vient d'entrer dans le centre d'entraînement à la chasse. À l'intérieur, un entraîneur nommé Relson accueille Hyun-soo avec mépris, soulignant que c'est ici que les vrais monstres commencent à apparaître et qu'en tant qu'homme de niveau 1, il n'a aucune chance de réussir le test. Il dit à Hyun-soo de partir pour ne pas perdre son temps, lui conseillant d'aller chasser des lapins et de revenir quand il sera prêt. Hyun-soo, confiant dans ses stats élevées invisibles pour l'entraîneur, insiste qu'il ne perdra pas son temps. Relson soupire d'ennui, mais accepte à contre-cœur, demandant à Hyun-soo de choisir une épée et de le suivre. Hyun-soo dit que si n'importe quelle épée convient, il préfère utiliser la sienne. La narration montre que Hyun-soo a passé un mois entier dans la zone des débutants, normalement terminée en 30 minutes, ce qui a entraîné une hausse énorme de ses stats de base. De plus, il possède la seule épée de grade épique de la région, mais est toujours au niveau 1 et sans classe. Pendant ce temps, le chef d'équipe Kim Tae-seok exprime son inquiétude face à cette situation étrange, se demandant s'il devrait tout laisser à l'IA Super Ares sans intervenir. Un cadre de haut rang de l'entreprise partage la même inquiétude, mais sourit avec confiance, sachant que ce qui attend Hyun-soo est une offre de classe légendaire. De retour dans le jeu, Relson est agacé par la demande de Hyun-soo d'utiliser une épée qu'il a fabriquée lui-même, et pense en lui-même combien il est pitoyable de jeter son avenir pour une profession sans valeur comme la forge. Le test commence, et Relson explique que l'endroit grouille de monstres et qu'un épéiste entraîné est plus important que n'importe quelle arme de mauvaise qualité. Il se demande sarcastiquement pourquoi quelqu'un aspirant à devenir forgeron est ici, ce qui fait baisser son affinité avec Hyun-soo. Que Hyun-soo pense qu'il a vu cette réaction de nombreuses fois dans la réalité, où le rêve de devenir forgeron est considéré comme un rêve inutile. Mais il sent qu'à Aris, ses efforts peuvent enfin être reconnus. Hyun-soo demande à l'instructeur quel est le plus éminent épéiste qu'il ait formé, puis demande audacieusement un test plus difficile que celui que cet épéiste a passé. Relson devient furieux intérieurement face à l'arrogance de ce débutant, car bien qu'il ne soit qu'un instructeur, il reconnaît le talent quand il le voit. En raison de cette provocation, Relson accepte de donner à Hyun-soo une épreuve spéciale. Il explique qu'il ne donne ces épreuves spéciales qu'aux rares personnes qui montrent un véritable potentiel. Il le conduit dans une autre zone, en soulignant que le record le plus élevé atteint ici est celui de la 3e épreuve. Relson invoque un gobelin rapide de niveau 6 et demande à Hyun-soo s'il est sûr de sa décision. Il fixe ensuite la pénalité en cas d'échec, être banni du centre pendant une semaine entière. Hyun-soo ignore la menace et demande calmement si la 3e étape est l'épreuve finale. Hyun-soo déclare qu'il aimerait relever tous les défis jusqu'à l'étape finale. Relson devient extrêmement en colère, croyant que ce jeune homme méprise son entraînement et met sa patience à l'épreuve. Relson accepte avec colère le défi et invoque le monstre de l'épreuve finale du 4e stade. Un gobelin fou de niveau 15 apparaît devant eux. Relson pense en lui-même que presque personne dans le monde n'a réussi à passer la 3e étape et que personne n'a jamais surpassé la 4e. Le combat débute et le gobelin attaque avec une férocité intense, mais Hyun-soo réussit à esquiver avec habileté ses assauts. Hyun-soo réfléchit que tout forgeron compétent peut discerner le potentiel latent qu'une arme possède et active son épée, la compétence active de Daylight nommée épée durable, afin de renforcer sa défense physique. L'épée libère une puissance immense, et Hyun-soo déclare qu'aucune arme ici ne peut surpasser. Son épée vainc alors le gobelin rapide de l'étape précédente, mais un autre gobelin le prend en embuscade et lui assène un coup puissant. Relson note que le coup était critique et instantané. C'est pourquoi les gobelins rapides sont considérés comme le cauchemar des débutants. Relson pense que Hyun-soo est fini, peu importe la qualité de l'arme. Elle est inutile, sans compétence. À sa grande surprise, Hyun-soo survit au coup critique avec 82% de ses points de vie restants. Hyun-soo attribue sa survie au long temps qu'il a passé à fabriquer des armes, ce qui a considérablement augmenté ses statistiques, notamment sa force et sa vitalité. Relson déclare que le véritable danger commence maintenant, car le gobelin fou utilise une compétence spéciale appelée épine de la folie, ce qui fait que Hyun-soo devient étourdi et que sa vision se brouille.
Relson est impressionné par Hyun-Soo, mais pense que c'est la fin et que la bataille va se terminer ici. Hyun-Soo décide pourtant de se concentrer, de faire confiance à son arme et de faire tout ce qu'il peut. Il active la compétence passive de son épée Daylight, appelée Lame Rapide, qui augmente considérablement sa vitesse d'attaque. Hyun-Soo déclenche une série d'attaques rapides, réalisant que de cette manière, il peut combler l'écart de niveau. Les développeurs sont montrés regardant la bataille avec émerveillement. D'un dernier coup, Hyun-Soo réussit à vaincre les gobelins restants. Relson se lève, stupéfait et joyeux, criant que ce jeune homme a fait ce que personne d'autre ne pouvait. Il félicite Hyun-Soo, disant que bien que ses coups semblent aléatoires, chaque goutte a révélé la véritable puissance de la lame et suppose avec enthousiasme que Hyun-Soo a dû s'entraîner à l'art de l'épée auparavant. Hyun-Soo explique qu'il a seulement appris qu'un forgeron doit être capable de manier les armes qu'il fabrique, rien de plus. Relson remarque les muscles et les cicatrices sur les bras de Hyun-Soo, témoins de son dur labeur. Relson réalise qu'il est en présence d'un véritable forgeron et s'excuse pour son impolitesse précédente, portant leur affinité à son maximum. Relson fait une suggestion à Hyun-Soo par respect pour son talent, lui demandant s'il a envisagé de devenir un maître fou. Et à ce moment-là, une fenêtre apparaît lui offrant une quête de changement de classe vers la classe légendaire de maître fou. Pendant ce temps, les développeurs regardent la scène sous le choc, ne croyant pas que cet événement illogique se produise réellement. Ils réalisent que rien que l'offre de la classe légendaire de maître fou, qui surpasse même la classe épique de chevalier fou, classe automatiquement Hyun-Soo comme un utilisateur de deuxième niveau, nécessitant une gestion spéciale. Le chef d'équipe exprime sa satisfaction face à ce développement, mais sait qu'accepter la quête de changement de classe signifie qu'il n'y a pas de retour en arrière, et que le maître fou dirige des centaines de chevaliers, ce qui signifie que Hyun-Soo deviendra un protecteur du monde. Dans le jeu, Relson incite Hyun-Soo à accepter l'offre, lui assurant qu'avec son talent, il pourrait devenir un roi parmi les chevaliers. Mais Hyun-Soo refuse poliment l'offre, déclarant fermement qu'il est forgeron, pas chevalier. Tout le monde, à la fois dans le jeu et au centre de gestion, est stupéfait par sa décision. Relson éclate de rire admiratif, décrivant la persévérance de Hyun-Soo comme vraiment merveilleuse. Hyun-Soo pense en lui-même qu'il pensait ne jamais tenir un marteau à nouveau, mais dans ce jeu, il sentait que sa vie de forgeron recommençait. Relson accepte sa décision et lui remet une lettre de recommandation pour une quête cachée afin de rencontrer le seigneur local. En récompense pour avoir réussi l'épreuve, il lui offre une armure rouillée portée par un ancien maître fou. Convaincu que Hyun-Soo saura en faire bon usage, Relson l'encourage avec enthousiasme à se prouver et à accomplir ce que d'autres n'ont pas pu, et Hyun-Soo promet de faire de son mieux. Les développeurs concluent que Hyun-Soo a surmonté sa plus grande crise et que l'étincelle de potentiel demeure. Hyun-Soo a maintenant commencé son chemin pour devenir le dieu de la forge. Les messages du système annoncent la fin de l'entraînement du tutoriel et le début de la quête principale, signalant que le vrai jeu commence. Mais avant qu'il puisse continuer, il est soudainement déconnecté. Il revient à la réalité pour se rappeler qu'il a des responsabilités comme payer la facture de gaz. Il vérifie son compte bancaire et le trouve presque vide, réalisant que sa priorité est d'assurer les frais d'hôpital de son père et leurs dépenses de subsistance. Son ami Ji-Hoon l'appelle pour lui demander s'il a terminé la zone d'entraînement, et Hyun-Soo répond qu'il vient d'arriver au village. Ji-Hoon lui dit avec enthousiasme de se rendre d'abord à la maison des enchères. Il explique que c'est là où les objets se vendent contre de l'or. Et cet or peut être échangé contre de l'argent réel, révélant que c'est pourquoi il a fait entrer Hyun-Soo dans Aris. Ji-Hoon conclut son discours en disant qu'il n'a jamais vu quelque chose de plus merveilleux que les épées que Hyun-Soo et son père fabriquaient. Ji-Hoon encourage son ami Hyun-Soo au téléphone, lui disant qu'une fois qu'il aura la capsule VVIP avec 99,9% de synchrone, son expérience sera encore plus incroyable, et l'exhorte à inonder le monde avec les œuvres du plus grand forgeron. Hyun-Soo est reconnaissant et le remercie. Après l'appel, il sent que son chemin est clair. Ici, il décide de se concentrer sur l'artisanat et les quêtes pour gagner de l'or. Réalisant qu'il doit également gérer son endurance pour y parvenir, Hyun-Soo commence à faire de l'exercice, se rendant compte que jouer consomme beaucoup d'énergie, bien que cela ne se compare pas à l'effort de la vraie forge. En courant, il promet à son père de tenir bon et de veiller à son réveil. Hyun-Soo retourne dans le monde d'Ares et entre directement à la maison de vente. Il choisit un nom pour sa boutique, la Forge de Aon. Hyun-Soo attend que son outil de boutique soit prêt. Une fois le système terminé, il obtient la capacité d'utiliser le panneau d'enchères à tout moment et n'importe où. Hyun-Soo se demande quoi vendre en premier et se souvient d'un prototype qu'il a fabriqué à l'atelier. Il examine les détails de la première épée de Yeon, une épée de qualité rare, et se rappelle que le prix moyen du marché pour des épées similaires est d'environ 70 pièces d'or. Son ami lui a conseillé de ne pas la vendre trop bon marché. Il décide de mettre l'épée en vente pour 100 pièces d'or, puis a l'intention d'explorer les systèmes du village. Pendant qu'il attend, une alerte est envoyée à tous les joueurs concernant la vente. Ailleurs, un joueur remarque que le tableau des enchères a explosé d'activité en raison d'une annonce inhabituelle. Le prix d'enchère pour l'épée de Hyun-Soo commence à monter rapidement, dépassant 300 pièces d'or.
Cela attire l'attention d'un membre de la guilde du bouclier d'or, qui se dépêche d'informer le vice-capitaine de la guilde sur cet objet incroyable. Le membre explique que le créateur de l'épée est un joueur de niveau 1 sans classe, et qu'il a fabriqué la meilleure épée à partir des matériaux les plus simples, et qu'elle a même une option d'amélioration. Le vice-capitaine analyse la situation, notant que l'utilisation de matériaux de basse qualité pour l'amélioration diminue les chances de succès, ce qui signifie que le créateur a été astucieux en économisant sur les coûts. Il conclut que cette arme, avec un petit investissement, pourrait être efficace jusqu'au niveau 50. Il remarque aussi que le nom de l'épée, première épée, en fait une pièce précieuse pour les collectionneurs. Le vice-capitaine comprend que le prestige de découvrir en premier et d'acquérir l'œuvre de cet artisan exceptionnellement talentueux est le véritable avantage et décide donc de procéder à l'achat. Pendant ce temps, Hyun-soo se sent un peu embarrassé et anxieux, se demandant si son épée se vendra même puisqu'il s'agissait juste d'une pièce d'entraînement. Soudain, une notification apparaît annonçant que la première épée de Yeon a été vendue. Hyun-soo est stupéfait par la rapidité avec laquelle il s'est vendu. Il vérifie le prix de vente final et est étonné de voir qu'il a été vendu pour 1008 pièces d'or alors qu'il l'avait listé pour seulement 100. Il réalise rapidement que ce montant équivaut à plus d'1 million de won coréens et il est submergé par un sentiment de bonheur et d'incrédulité. Hyun-soo découvre que l'acheteur est la guilde du bouclier d'or et il reçoit un message de leur part le félicitant et lui proposant un contrat de vente exclusif ou de rejoindre la guilde. Il cherche des infos sur la guilde et est encore plus choqué de voir que c'est une immense guilde de forgerons avec 780 000 abonnés. Hyun-soo se rappelle les mots de son ami Ji-hoon, qui disait qu'avoir des abonnés est bien plus dur que de monter de niveau, et qu'un grand nombre d'abonnés montre un intérêt significatif des utilisateurs, ce qui peut directement mener à des profits. Il voit que sa boutique, Hyun's Forge, n'a que 82 abonnés. Cependant, en ouvrant ses messages, il découvre qu'ils sont pleins d'offres pour rejoindre diverses guildes. Hyun-soo réalise qu'Ares est l'endroit qui attend les forgerons disparaissant de la réalité, et que la valeur des compétences d'un artisan brille encore plus lorsqu'elle est soutenue par des données et des chiffres précis. Hyun-soo décide qu'il n'est pas encore temps de rejoindre une guilde et se rend au château du seigneur, déterminé à prouver sa vraie valeur, qui commence maintenant. Dans le château, le seigneur Vance discutait avec son conseiller Bell, se demandant si réparer un artefact était vraiment impossible. Bell explique que restaurer comporte un risque d'échec, pouvant entraîner la perte définitive de la pièce, c'est pourquoi ils doivent trouver le meilleur expert en restauration du continent. Vance note que cet expert est seulement dans la capitale. Bell confirme qu'il est excentrique et refuse de rencontrer quiconque, rendant l'invitation compliquée. Le seigneur se sent triste de ne pouvoir abandonner les affaires de son territoire et y aller lui-même, surtout puisque la branche au design unique est le seul héritage de son père. Il est révélé que Bell est en réalité un arnaqueur de niveau 100 déguisé en forgeron qui a passé une semaine à gagner la confiance du seigneur pour le tromper. Bell propose au seigneur d'emmener l'arc à la capitale pour le restaurer pour 300 pièces d'or. Avant que le seigneur n'accepte, Hyun-soo entre soudainement, les interrompant et déclarant avec assurance que l'arc peut être restauré ici même sur place. Bell bouillonne de colère intérieurement alors que son plan est sur le point d'être ruiné. Le seigneur demande à Hyun-soo, choqué, s'il peut vraiment réparer l'arc brûlé. Ici, dans le château, sans avoir besoin de l'emmener chez un forgeron. Le seigneur ordonne à un garde de s'enquérir de l'identité de l'homme, et le garde répond qu'il est la personne venue avec une lettre de recommandation de l'instructeur Relson. Le seigneur est surpris d'entendre parler d'un instructeur du centre de formation des débutants en tant que seigneur de Barden. Il demande à Hyun-soo d'expliquer ses compétences et son expérience. Hyun-soo se présente poliment, en disant que son nom est Hyun-soo, qu'il est actuellement de niveau 1 et que sa classe est sans emploi. Bell explose de colère, ne pouvant pas croire qu'un joueur de niveau 1 ose s'exprimer de manière si arrogante devant le seigneur. Bell crie que la restauration est une compétence apprise seulement par les forgerons de niveau 80 et plus, et accuse Hyun-soo d'interférer avec son travail sur lequel il a passé une semaine, et lui ordonne de partir. Hyun-soo répond calmement, en disant à Bell qu'il se trompe et que cet arc n'est pas un arc recourbé. Hyun-soo corrige les informations de Bell, expliquant que l'arc n'est pas un arc recourbé, mais un gakgung, un arc composite coréen traditionnel. La confusion apparaît sur les visages du seigneur et de Bell en raison du nom peu familier. Hyun-soo s'adresse au seigneur, disant qu'il a entendu l'histoire du boulanger garde, et sait que le seigneur souhaite restaurer l'arc brûlé de feu son père, qui était un cadeau d'un mystérieux étranger. Le seigneur confirme que l'arc était unique et jamais vu ici avant, mais il exprime sa lassitude d'être trompé par des étrangers avec de fausses affirmations sur l'héritage familial. Il avertit sévèrement Hyun-soo de ne prononcer que des mots qu'il peut prouver. Hyun-soo demande à confirmer une chose et surprend le seigneur en suggérant que l'arc, bien qu'étant un cadeau d'un étranger, a en réalité été fabriqué dans cette même terre. Hyun-soo explique sa déduction, soulignant qu'il a vu une peinture d'un buffle d'eau dans le hall et que les cornes de cet animal sont considérées comme un matériau précieux même dans son monde. Ce qui a vraiment capté son attention, c'était la courbure de l'arc.
Il révèle un point crucial. Il a été fait avec des tendons de baleine, non de vache. Il demande alors au Seigneur de s'expliquer. Le Seigneur admet que Hyun-Soo a raison et explique que l'étranger était l'ami de son père, un forgeron. Il confirme que les matériaux utilisés étaient en effet locaux et rares. Cornes géantes de buffle d'eau des marais de Barden et tendons de baleine du port de Barden. Avec ces matériaux précieux, l'ami a offert à son père le meilleur arc jamais fabriqué à Barden. Le Seigneur est impressionné par la capacité de Hyun-Soo à remarquer des détails que même Bell, qui est censé être un forgeron de niveau 100, a manqué. Le Seigneur exprime son vif désir de sauver le souvenir de son père. Convaincu par les compétences de Hyun-Soo, il lui demande officiellement de restaurer l'arc, ce qui conduit Hyun-Soo à accepter une quête avec une récompense de 500 pièces d'or. Le Seigneur ordonne à Bell de partir pour l'instant, et Bell s'en va, la tête baissée, en bouillonnant de rage, jurant de se venger de Hyun-Soo qui a ruiné son plan. Le Seigneur demande à Hyun-Soo ce qui est nécessaire pour restaurer l'arc. Hyun-Soo énumère avec précision tous les matériaux nécessaires, des cornes de buffle d'eau et des tendons de baleine, au type spécifique de bois et outils de finition, prouvant sa connaissance complète de la composition de l'arc. Hyun-Soo obtient la méthode de restauration du Gagong du sniper, qui comprend une liste de matériaux et un avertissement que la restauration échouera si le taux de réussite est inférieur à 70%, ce qui entraînerait la destruction de l'arc. Hyun-Soo est envahi par des souvenirs d'enfance où il apprenait à faire des arcs avec son père. Il se rappelle que son père lui demandait s'il aimait vraiment cet artisanat, même si cela couvrait ses mains de callosité. Il répond qu'il aime le faire avec lui, et son père promet de lui apprendre la forge quand il sera grand. Mais pour l'instant, il doit s'habituer à manipuler les matières premières avec ses mains dans le présent. Hyun-Soo murmure les larmes aux yeux, « Oui, papa », et il pense au taux de synchronisation élevé de sa capsule de jeu. Il ressent la sensation familière dans ses mains et est convaincu qu'il peut restaurer l'arc parfaitement, tout comme son père le lui a appris. En voyant cette confiance et cette expertise, Lord Vance propose son aide. Hyun-Soo et Lord Vance travaillent dur ensemble jour et nuit, Hyun-Soo étant absorbé par la mise en forme des parties en bois de l'arc, tandis que le Lord l'observe attentivement. Le Seigneur admet que travailler toute la journée n'est pas simple et que sa force diminue, mais il ajoute que voir le sourire de Hyun-Soo lui donne l'énergie pour continuer. Après une semaine complète, le Seigneur épuisé demande s'il peut rentrer, mais Hyun-Soo insiste pour qu'il reste afin d'aider à installer le cadre. Hyun-Soo devine que la raison pour laquelle le Seigneur vient chaque jour est son désir de restaurer le souvenir de son père de ses propres mains, ce que le Seigneur confirme. Le Seigneur explique que cet arc est tout ce qui reste de la mémoire de son père. Ensuite, le Seigneur demande à Hyun-Soo pourquoi il apprécie également ce travail. Hyun-Soo répond avec un sourire qu'il a aussi de nombreux bons souvenirs liés à cet artisanat. Ils conviennent que restaurer des souvenirs prend du temps et des efforts. Des plans rapides montrent le passage des 20 jours suivants alors qu'il travaille dur sur les parties de l'arc. Enfin, le dernier jour arrive. La restauration du Gagong du sniper est terminée, et il renaît en tant qu'arme épique avec des statistiques et des capacités bien supérieures à sa forme originale. Le Seigneur se tient devant la statue de son père, se demandant s'il l'observe et réfléchissant à comment un autre étranger mystérieux lui a offert cet arc. Encore une fois, Hyun-Soo propose au Seigneur d'essayer l'arc pour voir s'il se sent comme il s'en souvient. Le Seigneur tend la corde et décoche une flèche avec une force immense, et remarque avec étonnement que cela ne se ressent pas de la même manière. Puis il éclate de rire de joie, déclarant que c'est devenu bien plus grand qu'avant, et le message de fin de quête apparaît. Le système annonce que son affinité avec Lord Vance a atteint son maximum grâce à l'incroyable succès qui a dépassé 100%. Le Seigneur remercie Hyun-Soo, disant qu'il peut désormais accomplir ses devoirs avec un cœur apaisé. Le Seigneur pense que la récompense initiale est trop modeste pour ce qu'Hyun-Soo a fait. Grâce aux succès éclatants, la récompense de la quête est augmentée. En plus de 2000 pièces d'or, le Seigneur lui accorde l'utilisation gratuite de l'atelier du forgeron. Hyun-Soo est ravi, réalisant que l'or équivaut à 2 millions de won, ce qui est plus que suffisant pour couvrir ses dépenses pendant longtemps. Ensuite, le Seigneur lui demande s'il a pensé à apprendre l'art de l'épée. Il révèle qu'avant de devenir le Seigneur de Barden, il était épéiste. Il parle du premier art de l'escrime, un art secret du royaume Prime, la technique qui a subjugué les monstres sans fin et apporté la stabilité à Barden. Le Seigneur dit à Hyun-Soo que bien qu'il soit sans aucun doute un forgeron né, il a également vu en lui le talent d'un épéiste. Il explique que la recommandation de l'instructeur Elson, ainsi que ses propres observations personnelles, l'ont confirmé pour lui. Le Seigneur énumère les qualités de Hyun-Soo, de sa condition physique exceptionnelle et ses réflexes rapides à sa profonde connaissance des armes, et propose de partager avec lui une partie de l'essence de son art de l'épée. Lord Vance propose à Hyun-Soo une quête pour apprendre la première formation en maniement de l'épée. Confiant que Hyun-Soo réussira s'il travaille aussi dur qu'à l'atelier, Hyun-Soo voit cette formation comme un cadeau inattendu et un mois bien rempli passe. Pendant ce mois, Hyun-Soo était occupé à fabriquer son propre arc Gak-Gong et à restaurer l'armure rouillée du maître fou. De plus, il a suivi un entraînement intensif, où il a continué à s'entraîner avec Lord Vance et a réussi à terminer la première formation en escrime.
Quand il fut temps de partir, Yunsu dit au seigneur qu'il était prêt, portant son armure restaurée et son nouvel arc. Il explique que sa prochaine étape est de trouver une profession adéquate. Après avoir pris congé du seigneur, qui lui dit qu'il est le bienvenu à tout moment, Yunsu décide d'organiser ses affaires. Avant de partir, il passe en revue son nouvel équipement, l'armure du maître fou, qui compense son faible niveau grâce à la compétence de réflexion des dégâts, et le nouvel arc Gagung, qui a une précision supplémentaire de 60% pour couvrir ses dépenses. Il avait aussi fabriqué quelques arcs rares et les avait mis en vente aux enchères. Yunsu vérifie le prix du deuxième arc de Yon ailleurs. Quelqu'un observe l'enchère avec étonnement, notant que le joueur numéro 1 de la Corée Noire n'avait pas fabriqué un arc de cette qualité au niveau 10. Il s'émerveille de comment Aon a réussi à créer un tel arc au niveau 1 avec juste des matériaux de basse qualité. Cette personne, Ron, chef de la guilde du bouclier d'or, se remémore les paroles de Smith, le meilleur forgeron mondial, disant que tout dans le jeu est décidé par Ares. Si l'IA Ares est impressionnée par les actions d'un joueur, elle lui accorde une profession, une compétence ou un titre adéquat. Ron en déduit que pour que le maître de l'atelier de Hayun soit capable de créer des artefacts d'une telle qualité, il doit posséder un titre de classe légendaire, tout comme Smith en a un pour Hyunsu. Il est stupéfait lorsqu'il voit que le prix final aux enchères pour son arc est de 2050 pièces d'or, soit l'équivalent de 2 millions de wons, une somme inimaginable pour une arme de jeu. Il remarque aussi que ses followers ont atteint 3200 et qu'il est tellement submergé par les invitations de guildes et les demandes de fabrication qu'il ne peut même pas toutes les consulter. Eunsu se sent prêt à partir et fixe sa destination vers la terre sainte des forgerons, la tour des forgerons. Il voyage à travers des paysages pittoresques jusqu'à ce qu'il atteigne la structure imposante et est émerveillé par sa magnificence de près. Mais il trouve l'entrée scellée par un sceau magique lié par des chaînes et se demande comment entrer. Un message système apparaît, expliquant qu'il s'agit de la tour du fabricant d'épées, et que pour devenir forgeron, il doit briser le sceau avec une épée forgée dans l'atelier magique. Yunsu examine le sceau et réalise qu'il est fait de basalte volcanique. Il trouve l'entrée de l'atelier magique à proximité, et y entre pour commencer la formation requise pour le test. Dans l'atelier magique, Yunsu découvre les règles. Les matériaux et outils sont fournis en quantité illimitée. Le temps de production est grandement réduit, mais les épées créées ici servent uniquement pour le test. Yunsu pense au test, qui demande de briser un seau de pierre avec une épée, et comprend que le test évalue surtout ses compétences en fabrication, surtout pour créer une épée pouvant couper la pierre. Ailleurs dans la tour Ding, le maître de la tour des fabricants d'épées est assis en train de marmonner avec colère à propos des imbéciles sans valeur. Il se plaint que tous ceux qui viennent ne demandent que comment gagner de l'argent rapidement, et qu'ils ne s'intéressent qu'à produire des pacotilles, utilisant des compétences et les vendant sans aucun respect pour le véritable travail dans l'atelier. Ding déclare tristement que le véritable chemin du forgeron est mort et que tout le monde ne cherche désormais que l'or. En raison de son désespoir, il permet à quiconque souhaite simplement le titre de forgeron de passer un test simple, sachant que leurs efforts superficiels ne leur permettront jamais de briser le véritable sceau. Au mieux, ils pourraient à peine l'égratigner. Alors que Ding considère la tâche comme impossible, Yunsu décide de fabriquer une épée de Damas. Le système lui conseille que ce type d'épée n'est fabriqué que par des forgerons professionnels et recommande de commencer par une simple dague en fer. Mais Yunsu insiste pour essayer, pensant qu'avec la méthode et des matériaux illimités, il peut au moins tenter. Il se rappelle les mots de son père, qui disait qu'une épée peut couper la pierre et qu'il lui apprendrait une méthode de forge spéciale qu'il avait développée. Inspiré par les enseignements de son père, il se sent confiant dans sa capacité à accomplir la tâche. Yunsu s'enthousiasme en voyant les possibilités offertes par des installations et équipements de fusion perfectionnés, un approvisionnement illimité en minerais et un temps de production réduit. Il décrit le jeu comme étant fou et commence à travailler avec un enthousiasme et une passion inégalés. Pendant ce temps, Ding est soudainement réveillé de son sommeil par une violente vibration, et il se demande quelle est la source de ce tremblement. Il réalise que toute la tour tremble à cause de quelqu'un qui martèle avec une force immense. Ding se précipite pour voir ce qui se passe et est choqué lorsqu'il voit que la pierre scellée, qu'il pensait incassable, a été fendue en deux. Ding demeure sans voix en observant Yunsu pénétrer tranquillement par l'entrée grande ouverte. Dans un instant de stupeur, Ding proclame que le dieu de la forge s'est finalement manifesté. Yunsu s'approche de lui et demande simplement s'il a réussi le test. Ding répond qu'ils mesurent habituellement l'aptitude par la marque que l'épée laisse sur la pierre, mais comme Yunsu a complètement détruit la pierre, ils n'ont rien pu mesurer. Yunsu se demande si cela annonce un nouveau test, quand un cercle lumineux apparaît au sol. Ding précise que ce n'est pas un cercle magique, mais d'invocation. Le maître de la tour Ding présente son marteau spécial à Yunsu. Yunsu l'accepte avec confusion et reçoit un message système confirmant qu'il a obtenu le marteau de Ding. Une nouvelle quête de rang SS commence et Ding lui dit qu'il y a une véritable épreuve qu'il doit maintenant surmonter avec ses vœux de succès. En tant que dieu de la forge, Yunsu est soudainement transporté dans un autre endroit. Yunsu se retrouve sur les murs d'un château.
Confus par ce transport soudain et se demandant s'il s'agit d'un nouveau test, il est surpris par une armée d'orques envahisseurs avançant vers le château. Une quête de rang SS apparaît, lui demandant de vaincre l'armée d'orques, ce qui le choque car il ne comprend pas le lien avec une quête de forge. Les soldats sur le mur le voient et acclament l'arrivée des renforts du maître forgeron. La condition pour terminer la quête devient d'atteindre une contribution de 70% parmi 50 guerriers. Hans, le chef de l'escouade de suppression, un guerrier de niveau 48, l'accueille. Hans dit que l'invasion des orques devient plus violente et que beaucoup de leur équipement est abîmé. Il demande à Yunsu d'utiliser ses compétences pour le réparer. Rapidement, Yunsu clarifie qu'il y a un malentendu. Il n'a pas encore changé de classe pour devenir forgeron et ne possède aucune compétence. Hans, perplexe, interroge sur le marteau qu'il tient. Yunsu, confus, explique qu'il l'a reçu pour un test de changement de classe et qu'il est ici pour un test en plus. Lorsqu'on lui demande son expérience, il admet être encore un débutant total en combat. Les soldats sont déçus. Ils espéraient du soutien mais ont obtenu un novice qui a besoin de protection. Hans dit à Yunsu de rester dans la tour de guet pour sa sécurité jusqu'à leur retour. Soudain, un orc jeta une grande hache vers Hans. Yunsu se précipita vers lui et para la hache avec une facilité surprenante. Il demande ensuite à Hans s'il peut se joindre au combat même en tant que débutant. Yunsu réalise que c'est le véritable test. Tandis que Hans le regarde avec confusion, il se sent confiant que s'il combat comme il l'a fait contre les gobelins, tout ira bien. Hans accepte et lui dit de suivre l'escouade de Ben. Hans se lance dans la bataille, prenant la tête. Immédiatement, Yunsu ressent la pression immense d'une véritable bataille, qui est complètement différente de combattre des gobelins. Malgré cela, il se sent confiant qu'il ne perdra pas. Et Yunsu engage les orques avec habileté, réussit à vaincre un orque de niveau 10 et son niveau augmente à 2. Réalisant que son mois d'entraînement n'a pas été vain, Ben le regarde avec incrédulité, étonné par la force d'un joueur qui n'a pas de classe. Dans le feu de l'action, le soldat Ben se trouve en danger imminent, et Yunsu remarque la situation et change immédiatement son arme pour son arc coréen. Il tire une flèche puissante et lumineuse qui traverse le champ de bataille et touche l'orque en pleine poitrine, sauvant la vie de Ben à la dernière seconde. Mais un autre orque apparaît soudainement derrière lui. Yunsu le touche aussi avec adresse, et son niveau monte plusieurs fois en conséquence. Les soldats sont stupéfaits, se demandant comment une flèche a pu abattre un orque si massif. Hans crie à Ben pour le sortir de son choc, l'avertissant que les orques ciblent maintenant Yunsu et l'attaquent. Ben se sent extrêmement coupable, réalisant que Yunsu a eu des ennuis à cause de lui et se blâme d'avoir perdu sa concentration pendant la bataille. Yunsu, maintenant entouré, reprend son épée de lumière du jour et déclenche la compétence de déchaînement. La compétence attaque aléatoirement tous les ennemis dans un rayon de 10 mètres, entraînant la mort de nombreux orques. Le niveau de Yunsu augmente à nouveau et sa contribution à la mission atteint 19%. Une joie immense envahit le chef d'escouade, Hans, qui réalise que le vieux maître avait une bonne raison d'envoyer Yunsu. Hans sent qu'avec Yunsu à leur côté, ils peuvent accomplir ce qu'ils ne pouvaient pas avant. Hans regarde Yunsu avec admiration, louant sa brillance et la force qu'il montre avec enthousiasme. Hans crie à ses soldats, déclarant qu'aujourd'hui avec Yunsu, ils anéantiront les forces orques. Yunsu se sent vraiment membre de l'escouade, alors que le système annonce que sa performance a boosté le moral des soldats. Yunsu continue de se battre et sa contribution atteint 28%, mais il se demande pourquoi son pourcentage de contribution n'augmente pas aussi rapidement qu'il l'espérait, même s'il tue des orques plus vite que quiconque. À ce moment-là, une quête cachée est activée. Un nouveau chapitre sans précédent commence avec l'arrivée d'un ennemi redoutable. Un guerrier orc de niveau 51 apparaît et Hans crie à tout le monde de s'arrêter. Hans reconnaît l'ennemi, disant que celui que nous n'avons jamais pu vaincre est enfin apparu. Il est leur ennemi juré et la panique se répand parmi les soldats. Hans réalise qu'il a commis une grave erreur. Ils se sont trop enfoncés dans le combat et se retrouvent piégés. Malgré la gravité de la situation, ces soldats déclarent qu'ils sont prêts à se battre jusqu'au bout. Ben est d'accord, criant qu'ils ne reculeront jamais, et Hans ordonne d'attaquer car ils ne peuvent pas continuer ainsi. Yunsu remarque que les soldats ont perdu leur calme et se précipitent imprudemment. Il tente de leur offrir une couverture avec son arc, mais est surpris quand ses flèches ricochent sur l'armure du guerrier orc, réalisant qu'elles ne peuvent percer ses défenses. Bien que l'arc de Yunsu ait des options qui augmentent sa pénétration et sa précision, il découvre que la peau du guerrier orc est comme une armure solide, rendant l'attaque avec l'arc seul impossible. Le désespoir se répand parmi les soldats, et l'un d'eux se demande s'ils devraient se replier à nouveau. Mais Hans crie qu'ils ne peuvent plus reculer. Le guerrier orc charge et coupe facilement la main de Hans. Hans a réalisé que l'orc était difficile à vaincre avec sa force actuelle. Yunsu a vu Hans tomber au sol couvert de sang. Yunsu crie le nom du chef, Hans, en essayant de l'alerter. La peur gagne les soldats en entendant le rugissement des orques. Un soldat crie désespérément qu'il ne peut pas percer leur armure, quoi qu'il fasse, et un autre a le sentiment qu'ils seront tous anéantis.
À ce moment-là, Heon-soo prend les devants, criant aux soldats que continuer à se battre de cette manière ne fera qu'entraîner plus de pertes, et leur ordonne de former une ligne défensive. Il leur dit de se replier vite vers la forêt derrière, promettant de les rejoindre bientôt. Les soldats obéissent, priorisant le transport de leur chef blessé en sécurité et se regroupant, et Ben leur demande de former une ligne défensive. Ben dit à Yoon-soo que cette tactique ne leur donnera qu'un peu de temps, ce à quoi Heon-soo répond qu'il n'a besoin que de 5 minutes. Ben acquiesce, confiant, jurant qu'ils tiendront coûte que coûte. Heon-soo s'enfonce profondément dans la forêt, se demandant si les flèches peuvent pénétrer une armure solide, et il répond par la négative. Il sort le marteau répliquant de Ding, un outil épique capable de dupliquer des consommables et de réduire le temps de fabrication, et réalise que son plan est possible. Pendant ce temps, les soldats luttent désespérément pour repousser l'attaque orque. Dans la forêt, Ben murmure pour lui-même, affirmant qu'il doit tenir coûte que coûte, essayant de résister pendant les 5 minutes que Heon-soo a demandé. Ben a dit qu'il devait juste tenir bon, mais l'armée orque avançait sans relâche. Pourtant, Ben a insisté qu'il ne renoncerait pas et ne reculerait jamais. Juste au moment où Ben est sur le point de mourir aux mains du guerrier orque, un projectile mystérieux vole soudainement vers l'orque et le tue, sauvant ainsi Ben, qui se demande avec confusion ce qui s'est passé. D'autres projectiles volent entre les arbres, touchant les orques avec précision, et il est révélé que Heon-soo est celui qui les fabrique et les tire depuis sa cachette. L'orque rugit de colère face à cette tactique inattendue. L'orque rugit de colère tandis que Yoon-soo prépare ses armes. Les soldats observent avec anxiété, plaçant leurs espoirs en Yoon-soo. Heon-soo a fabriqué des flèches spéciales appelées Pyeongjun, qui sont d'un type rare et possèdent une puissance de pénétration et une vitesse considérablement améliorée, capables même de briser des rochers. Il les a créées avec un guide en bambou appelé Tonga et a reproduit l'égizul de la flèche courte avec le marteau de Ding. En combinant ces flèches avec son arc Gagong, un effet de 7 s'active, augmentant sa puissance d'attaque et sa capacité de pénétration. Les orques continuent leur assaut féroce et les soldats se battent vaillamment. Dans une tentative de créer une ouverture pour que Heon-soo attaque, Heon-soo saisit l'opportunité et tire sa flèche spéciale qui atteint directement le casque du guerrier orque. Heon-soo sait que le pouvoir de pénétration de ce type de flèche est équivalent à celui d'un tir de fusil. La flèche perce l'épaisse armure et tue le guerrier orque d'un seul coup décisif. Le niveau de Heon-soo augmente immédiatement de 3. Heon-soo obtient le titre de tueur d'orques, ce qui augmente sa puissance d'attaque contre eux et leur inspire de la peur. La terreur se répand parmi les orques restants qui commencent à fuir tandis que les soldats crient de les poursuivre. Heon-soo et les soldats se joignent à la chasse. Heon-soo saute sur un orque tentant de s'échapper et tire ses flèches avec une précision mortelle, ne lui laissant aucune chance de fuir. Il a touché l'orque avec une flèche perçante qui s'est logée dans sa tête, et peu après, ils ont anéanti les restes de l'armée orque. La bataille terminée, la mission pour réprimer l'armée orque envahissante est accomplie. La contribution finale de Heon-soo atteint 92%, et le système annonce qu'il a réussi la mission avec un record exceptionnel. Les soldats victorieux crient le nom de maître Heon-soo. Yoon-soo gagne la pleine confiance de l'escouade et reçoit un commandant de champ de bataille caché qui augmente son charisme de 10 points. Yoon-soo voit le chef blessé Hans recevoir de l'aide. Hans dit à Yoon-soo avec émotion qu'il s'était toujours concentré sur la défense et qu'il n'aurait jamais pensé qu'ils réaliseraient leur souhait de vaincre les orques. Il le remercie sincèrement. Les autres soldats se joignent à lui pour exprimer leur gratitude, et Yoon-soo les remercie aussi. Heon-soo comprend que son test supplémentaire est enfin fini. Il pense à retourner à la tour des forgerons, mais se demande ensuite comment y revenir. Alors qu'il, Heon-soo se demande comment retourner, la scène se déplace vers la tour centrale des forgerons, où Ding se tient tristement en déclarant que la tour des forgerons est tombée dans un état de déclin. Il explique que toute la gloire et l'honneur sont allés aux chevaliers, tandis que seuls ceux aveuglés par les pièces d'or viennent à leur tour. Ding affirme qu'ils ont besoin de quelqu'un digne de manier l'épée légendaire qui accomplira la prophétie. Quelqu'un qui porte le véritable esprit d'un forgeron. De nombreux candidats ont échoué à accomplir l'ancienne prophétie du dieu des forgerons, qui prédisait l'apparition d'un successeur qui restaurerait leur gloire et leur prospérité. Il est interrompu par l'un des maîtres de la tour nommé Coulson, qui demande sarcastiquement si, parmi tous les maîtres de la tour, le grand Ding est le seul qualifié pour passer l'épreuve de l'épée. Coulson se demande avec mépris si l'élu est une imposture et pourquoi ils ont été convoqués en plein milieu de leurs emplois du temps chargés juste pour accorder des droits de test à un jeune étranger étrange. Ding réplique, réprimandant Coulson et lui demandant s'il a lu la lettre qu'il a envoyée, expliquant que Yoon-soo a mérité ce droit après avoir réussi le test qu'ils ont établi. Ding ajoute que Yoon-soo, bien qu'il n'ait pas encore changé de classe, a montré une compétence incroyable en forge, en menant des soldats et en anéantissant des guerriers orques. Les autres sont choqués en entendant le mot « annihilation », ne croyant pas que quelqu'un qui n'a même pas encore changé de classe puisse faire cela. Ding poursuit son explication, déclarant que ce test a été conçu sur la base de la prophétie qui dit que le successeur du dieu des forgerons doit être plus fort que quiconque.
Pour cette raison, la réponse finale sera fournie par cette épée elle-même. Ding les assure qu'ils verront bientôt la vérité. À ce moment-là, un garde annonce l'arrivée de Lord Hyun-Soo dans la salle et Ding ordonne qu'il soit amené. Les portes massives s'ouvrent et Hyun-Soo entre dans la majestueuse salle. Ding l'accueille, annonçant qu'il a réussi le test et qu'il a gagné le droit d'entrer dans le sanctuaire sacré des forgerons. Il ajoute qu'il est maintenant également éligible pour défier l'épée de la prophétie laissée par le dieu des forgerons. Ding lui dit que tout sera décidé au moment où il tiendra l'épée, après quoi il recevra une récompense appropriée. Hyun-Soo pense à récompense appropriée et se rappelle avoir accompli une mission de rang SS durant son test de changement de classe. Il se demande si la récompense est une classe légendaire. Coulson s'avance pour le féliciter d'être dans ce lieu glorieux et loue sa performance impressionnante ainsi que la rapidité d'esprit dont il a fait preuve à ce moment critique. Mais il ajoute d'un ton condescendant que la flèche que Hyun-Soo a fabriquée n'était qu'une réplique d'une arme appelée Solinarian, et que tout cela n'était qu'une question de chance. Coulson affirme que sans l'arc épique qu'il possédait, il n'aurait jamais pu réussir le test. Il défie ensuite Hyun-Soo avec un sourire narquois de tirer l'épée pour voir si la chance sera de nouveau de son côté. Et Hyun-Soo regarde les maîtres assemblés de la tour des forgerons, réalisant qu'ils sont des PNJ de haute classe et que chacun d'eux a construit les légendes d'Arès. Il voit que Coulson, le maître de la tour des forgerons de l'Arc, a un niveau formidable de 365, et que tous les présents dans la salle possèdent des titres et niveaux qui inspirent l'admiration en tant que forgeron. Bien qu'il soit certainement impressionnant, Hyun-Soo ne pense pas que ses compétences soient inférieures aux leurs. Il se demande si, en ne comptant que sur la pure compétence, sans s'appuyer sur les titres, il pourrait gagner. Alors qu'Hyun-Soo s'approche de l'épée légendaire, elle se met soudainement à briller d'une puissance immense, libérant une vague d'énergie qui choque Ding, Coulson et tous les présents. L'épée brille d'une puissance immense et explose dans une lumière éblouissante qui engloutit toute la salle. Hyun-Soo se demande avec stupeur ce qui se passe alors qu'il est entouré par cette énergie éclatante. Lorsque la lumière se dissipe, Hyun-Soo se retrouve debout au même endroit, mais il se demande avec confusion où se trouve l'épée qui a complètement disparu. À ce moment-là, Ding réalise ce qui s'est passé et s'exclame que c'est ainsi que la prophétie se réalise. Ding rit bruyamment, se rendant compte qu'ils avaient inventé des rituels et des procédures tout ce temps, et que le véritable successeur n'avait même pas besoin de toucher l'épée pour prouver sa valeur. De l'autre côté, Coulson maudit la situation avec une colère intense, incapable d'accepter ce qui s'est passé. Un message du système apparaît, félicitant Hyun-Soo et annonçant l'apparition de la première classe divine dans le monde d'Arès. La colère de Coulson s'enflamme alors qu'il se demande comment ce novice a pu recevoir un tel honneur. Le message du système confirme que Hyun-Soo a avancé à la classe de dieu de la forge, laissant Hyun-Soo et Ding dans un état de choc, car ce n'est pas seulement une classe de dieu, mais la première de son genre. Dans tout le jeu, Hyun-Soo reçoit un titre unique de rang SSS, dieu de la forge, qui lui donne des capacités exceptionnelles. Il n'est plus limité par le niveau des matériaux lors de la fabrication, et son expérience est automatique. Augmente considérablement en fonction du type d'objet fabriqué. Plus important encore, la prophétie confirme qu'en tant que forgeron, il deviendra plus fort que quiconque. Un nouveau test de quête de classe de l'épée apparaît également, qui commencera lorsqu'il atteindra le niveau 100. Les autres maîtres de la tour chuchotent entre eux que l'épée a choisi l'étranger et que la prophétie du successeur du dieu des forgerons s'est accomplie. Mais Coulson crie qu'il ne peut jamais accepter cela. Coulson soutient qu'eux, en tant que maître de la tour, ont attendu longtemps le grand successeur qui recevra la révélation du dieu des forgerons, et qu'ils ne peuvent pas conclure que le choix de l'épée est la volonté du dieu lui-même. Ding lui crie d'arrêter, affirmant que la prophétie est absolue. Coulson réplique que ce qui se passe est une farce, et leur rappelle que la prophétie dit aussi que le successeur doit avoir la reconnaissance de tous les maîtres de la tour. En conséquence, en tant que maître de la tour de forge de l'Arc, Coulson défie officiellement Hyun-Soo à un duel de forgerons. Coulson expose clairement ses conditions. Si Hyun-Soo le bat dans ce duel, il le reconnaîtra comme le successeur. Mais si Coulson gagne, Hyun-Soo doit renoncer à la position que l'épée de la prophétie a choisie pour lui. Ding se met en colère contre Coulson pour avoir perdu la tête et ordonne aux autres de le maîtriser immédiatement. Coulson regarde ses collègues avec mépris, puis dit sarcastiquement à Hyun-Soo qu'il peut s'enfuir s'il le souhaite, auquel cas il lui accordera le poste de maître adjoint de la tour, à condition qu'il reçoive docilement sa formation. Coulson rit de manière insolente, mais Hyun-Soo répond calmement et avec assurance qu'il accepte son défi. À ce moment-là, une compétence secrète des forgerons se manifeste, qui est qu'ils s'expriment à travers leur art. Hyun-Soo obtient la capacité d'utiliser l'artisanat divin. Une quête de rang S, duel des forgerons, apparaît, visant à battre Coulson. Coulson explique que leur façon de se battre diffère de celle des nuits. C'est un duel entre deux œuvres forgées avec l'âme de leur créateur dans la fonderie. La règle est que les deux épées qu'ils fabriquent s'affronteront, et celle qui se brise en premier détermine la défaite de son propriétaire. Coulson lui dit que le meilleur atelier de forgeron a été installé dans la salle, et puisque Hyun-Soo a maintenant acquis des compétences en forge, une journée devrait suffire pour qu'il fabrique son arme.
Coulson ajoute sarcastiquement que si Yun-Su est vraiment le dieu de la forge, alors il le verra demain. Après le départ de Coulson, Ding avertit Yun-Su qu'il a accepté le duel de manière trop imprudente, expliquant que Coulson est l'un des maîtres les plus compétents de la tour. Yun-Su admet que s'il était encore dans son ancien métier, cela aurait été perdu d'avance. Dans le monde du jeu Ares, des compétences et améliorations incroyables sont données selon le niveau et les titres, et chaque maître de la tour a des capacités spéciales uniques. Mais Yun-Su comprend que depuis que sa classe est devenue divine, ces écarts ont disparu. Désormais, la seule vraie différence est la compétence pure. Avec sa nouvelle compétence, Yun-Su a acquis une compétence active de rang divin nommée Artisanat divin personnalisé, lui permettant de créer un artefact sur mesure et de lui donner n'importe quel effet souhaité. Avec la difficulté croissante de fabrication à mesure que le niveau des effets désirés s'élève. Pendant ce temps, dans son atelier, Coulson se remémore son passé. Il se souvient comment il était forgeron, fabricant d'épées, et l'héritier légitime du métier transmis dans sa famille depuis des générations. Puis, quelqu'un de bien plus compétent est apparu, et au lieu de devenir fabricant d'épées, il a dû devenir maître de la tour de l'arc. C'était amer, mais il a choisi d'accepter pour servir le grand Ding. Mais il ne peut tolérer que Ding amène un étranger de nulle part et le place au-dessus de lui. Coulson déverse toute sa colère et son ressentiment dans le marteau en travaillant, ce qui conduit à une énorme explosion de feu. Dans la fonderie de l'atelier de Yun-Su, Ding le regarde forger son épée. Ding pense que donner des capacités et effets aux artefacts suit une loi de profit et de perte. Pour prendre l'avantage dans ce duel, il doit prioriser la durabilité et maximiser l'attribut briseur d'armes. Cela signifie que pour obtenir la capacité qu'il souhaite, il doit forger l'épée avec le grade le plus élevé possible. Mais il remarque avec confusion que la durabilité et les attributs de l'épée de Yun-Su semblent être juste de grade rare raid. Yun-Su finit de forger son épée, qui brille d'une lumière vive, ce qui pousse Ding à se demander avec émerveillement quelles sont les véritables pensées et capacités du dieu de la forge. Le lendemain, tout le monde se réunit pour voir le duel. Coulson sourit avec sarcasme, pensant qu'Yun-Su a fabriqué quelque chose puisqu'il n'a pas fui. Il lui demande de lui montrer s'il mérite vraiment d'être appelé le successeur des dieux. Coulson présente d'abord son épée, révélant le chevalier noir de Coulson, une épée unique avec une durabilité de 12 000 et une puissance d'attaque de 664, en plus de capacités spéciales qui augmentent sa durabilité de 35% et lui confèrent la compétence latente de briseur d'armes. Ding et le reste des participants admirent l'habileté exceptionnelle de Coulson et comment il a réussi à créer une épée unique et parfaite en une nuit. Coulson se vante que son épée est un chef-d'œuvre magnifique, imprégné des traditions de sa famille et de techniques secrètes, puis exige que Yun-Su lui montre son épée. Hen-Su dévoile son épée, ce qui choque Coulson et Ding. C'était la première épée sur mesure de Yon, de grade rare, avec une durabilité de seulement 1000 et une puissance d'attaque de 177. L'un des maîtres de la tour regarde avec mépris, considérant l'épée de Hyun-Su ridicule, et pense que Coulson pourrait avoir eu raison après tout. Coulson sourit triomphalement, croyant que Ding a commis une grave erreur cette fois-ci et qu'il perd son temps avec un vaurien et son jeu pathétique. Coulson hurle que tout finira ici et fonce sur Hyun-Su pour croiser les épées. Hyun-Su reste immobile face à l'assaut violent, et les bruits de métal qui s'entrechoquent résonnent dans la pièce. Soudain, un bruit de casse retentit, et Ding ainsi que le reste des spectateurs regardent avec stupéfaction. L'épée unique de Coulson, Dark Knight, s'est brisée en morceaux et s'est éparpillée sur le sol. Coulson est stupéfait, incapable de saisir ce qui s'est passé. Hyun-Su explique tranquillement que la valeur d'une épée ne se juge pas seulement par son grade. Les détails de l'épée de Hyun-Su réapparaissent, montrant sa capacité spéciale active. Une épée qui coupe les épées, offrant 65% de chance de couper l'arme adverse. C'était une épée unique, irréparable, conçue pour être détruite une fois sa durabilité épuisée. À ce moment, Ding se rappelle les mots de son père, disant qu'un jour, le dieu de la forge viendrait ici. Quelqu'un qui changerait leurs concepts traditionnels et les guiderait avec de nouveaux enseignements, et que chacun aurait la chance de le rencontrer. Ding se rappelle comment le jeune Coulson avait demandé avec enthousiasme à son père s'il pourrait aussi recevoir ses enseignements en devenant un grand forgeron. La scène revient récemment à l'atelier où Yun-Su expliquait à Ding que juste briser des épées ne convaincrait pas les maîtres de la tour, d'où sa décision de créer une épée qui coupe les épées. Ding s'était demandé alors si c'était vraiment faisable, admettant que ce n'était jamais simple. Yun-Su avait répondu que créer un artefact avec les propriétés voulues dépend toujours de l'habileté et de la sueur du forgeron. Maintenant, Ding réalise la vérité. C'était un choix audacieux qui défiait le bon sens, soutenu par la connaissance et la capacité de transformer une telle vision en réalité. Il conclut que Yun-Su possède toutes ces qualités. Coulson, stupéfait, regarde son épée brisée et murmure le nom de Dieu de la forge, se demandant s'il pourrait lui aussi un jour fabriquer une telle épée. Yun-Su le regarde avec un sourire calme et lui dit que pour lui, le mot impossible n'existe pas.
Coulson tombe à genoux, admettant sa défaite. Yunsu informe Coulson qu'il se trouve désormais face au dieu de la forge, et une fenêtre s'ouvre pour annoncer que le duel de la quête du forgeron a été accompli avec succès. Alors que la tour se dresse fièrement en arrière-plan, les maîtres de la tour s'approchent de Heunsu et lui demandent d'accepter sa récompense. Ils lui présentent une boîte contenant 500 pièces d'or, ainsi qu'un parchemin contenant une recette pour fabriquer un arc légendaire, l'un des 10 trésors de la tour du forgeron. Coulson admet que c'est une recette d'arc qu'il n'aurait jamais pu faire lui-même, et que la donner à quelqu'un qui devient puissant est son bon usage. Ding dit à Yunsu que maintenant que le dieu de la forge est enfin apparu, ils vont s'efforcer à nouveau et lui demandent de viser le sommet du pouvoir. Il l'encourage à explorer un monde plus vaste, déclarant que la croissance du dieu commence. Maintenant, la scène se déplace dans le monde réel, où Yunsu célèbre avec son ami Ji-hoon. Ji-hoon exprime sa joie et sa surprise de boire de la bière aux frais de Hyunsu et le félicite chaleureusement pour avoir obtenu une classe de rang divin, qualifiant cela de fou. Ji-hoon lui dit qu'il lui a recommandé le jeu parce que c'était dommage de gâcher son talent, mais il n'aurait jamais imaginé qu'il serait aussi doué pour y jouer. Il ajoute qu'après toutes les souffrances que Yunsu a endurées dans l'atelier du forgeron, il voit enfin la lumière. Ji-hoon demande quelle différence fait la classe divine, et Yunsu répond qu'il ne pense pas qu'il y ait quelque chose de radicalement différent pour le moment. Hyunsu précise que plus important encore, il doit payer la facture d'hôpital de son père demain, et qu'entre-temps, 10 millions de won supplémentaires ont été ajoutés aux frais de traitement. Ji-hoon lui dit qu'il s'est renseigné sur le nouveau médicament de son père, mais comme il n'est pas couvert par l'assurance, son coût est d'au moins 20 millions de wons. De plus, Ji-hoon lui rappelle les coûts des traitements pour les brûlures de Hyunsu. Ji-hoon conclut que suivre le cours ne suffira pas pour gagner de l'argent. Il y a une limite au nombre d'artefacts qu'il peut créer et vendre. Il explique qu'il doit monter de niveau et gagner en renommée à mesure que le dieu grandit. Il lui conseille de se lier à la personne la plus célèbre d'Aris. Ainsi, il peut obtenir des récompenses bien plus grandes et des objets rares, même à partir de quêtes de même niveau, puis utiliser cela pour créer à nouveau des artefacts de premier ordre. Et Yunsu réfléchit attentivement à l'idée de nouer une relation avec la personne la plus célèbre du jeu, et Ji-hoon lui dit avec beaucoup d'enthousiasme qu'il a une idée brillante et lui demande d'attendre un petit moment. Ji-hoon annonce joyeusement que son grand frère réalisera les meilleures réussites et l'aidera à progresser. Yunsu se moque de lui et lui demande simplement d'essayer de ne pas se faire virer de son travail. Ji-hoon montre à son ami des nouvelles de la communauté des utilisateurs d'Ares, où tout le monde parle du joueur Lord, qui est toujours classé 21e et qui a enfin atteint une classe légendaire. Mais Ji-hoon précise que ce n'est pas vraiment la partie incroyable. Ce qui est incroyable, c'est que Lord a réussi à vaincre le roi de l'épée Barad, ce que personne n'avait jamais fait auparavant, car personne n'avait même réussi à le toucher. Les joueurs se demandent comment Lord a réussi cet exploit. Pendant ce temps, Hyunsu pense aux frais d'hôpital de 30 millions de won par mois et qu'il doit payer les factures en retard aujourd'hui. Il se rend compte que même en combinant les récompenses de quête et les gains de la vente aux enchères, cela ne suffira pas et il ne peut pas interrompre le traitement de son père. À ce moment, Yunsu reçoit une notification sur son téléphone indiquant qu'une épée qu'il a créée a été vendue pour 53 310 pièces d'or et que l'acheteur est Lord. Hyunsu se précipite immédiatement à la réception de l'hôpital et dit à la réceptionniste qu'il souhaite régler toutes les factures médicales impayées aujourd'hui. Immédiatement, Hyunsu décide fermement qu'il ne peut plus arrêter de jouer à Ares maintenant dans le jeu. Il reçoit un message de Lord le remerciant chaleureusement. Lord explique que grâce à l'épée fabriquée par Hyunsu, il a pu réussir avec succès le test de Barad. Il ajoute que si l'on comprenait la véritable valeur de cette épée, on réaliserait que les 50 millions de wons dépensés ne sont pas si significatifs. Le message de Lord explique que l'épée de Hyunsu a réussi à couper l'épée du roi de l'épée et a créé une ouverture qui a clairement surpris le roi. Lord poursuit son message en disant à Maître Aon que le roi du royaume de Goyard, le roi de l'épée Barad, l'attend. Hyunsu lit avec confusion que le roi veut qu'il lui fabrique une épée et Lord l'exhorte à aller le rencontrer. Hyunsu réalise que cette opportunité pourrait résoudre tous ses problèmes liés aux factures d'hôpital de son père. Vers le nouveau médicament, il décide fermement qu'il doit aller rencontrer Barad et qu'il retrouvera également son atelier perdu. Sur son chemin ailleurs, un homme élégant apparaît. Il visite un ancien atelier de forgeron à notre époque moderne, disant qu'il ne reste qu'un mois sur leur promesse envers Hyunsu. Il parle à son ami Ji-hoon au téléphone, qui lui dit avec stupéfaction qu'il ne peut pas rencontrer Barad. Ji-hoon rit à l'idée qu'avoir juste une classe de rang divin suffise. Il se demande comment un débutant de niveau 10 peut voir un roi. Il explique qu'il faut un niveau et une renommée élevée pour rencontrer un PNJ important, et pour voir Barad, il faut être au moins niveau 200. Mais Ji-hoon le rassure en disant que ce n'est pas impossible et mentionne le tournoi d'arts martiaux de Goyard. Il explique que c'est un événement annuel dans le royaume de Goyard, avec des restrictions de niveau de 50 à 60. Il ajoute que le roi Barad cherche toujours des individus talentueux avec un potentiel de croissance.
d'où le tournoi pour les étrangers chaque année. Il confirme que le tournoi est prévu pour bientôt, et que le gagnant reçoit le prix en argent directement de Barad lui-même. Ji-hoon conclut en disant que c'est la seule façon pour Hyun-soo de rencontrer Barad immédiatement. Hyun-soo voyage en calèche vers sa prochaine destination. Sur les conseils de Ding, il se dirige vers la région du château. Ding lui avait dit que cet endroit se trouve à la frontière des royaumes Prim et Goyard, où une guerre quotidienne contre les morts-vivants fait rage, et qu'ils auraient besoin de ses capacités plus que quiconque. La région du château est une zone de combat régionale où il repousse l'invasion de monstres morts-vivants. Selon Ding, cet endroit est le plus rapide pour monter en niveau. Hyun-soo est déterminé à accomplir la mission à venir quoi qu'il arrive. En arrivant dans la région du château, il est accueilli par le centurion Render, qui lui demande s'il fait partie des renforts de la capitale. Le commandant dit que son arrivée est parfaite et qu'ils ont vraiment besoin de tout le monde maintenant. Il explique que le nombre de morts-vivants envahisseurs augmente sans cesse. Hyun-soo demande s'il sait pourquoi, et le commandant dit oui. Il explique que quand la cloche sacrée de Ramassi sonnait dans la région du château, les morts-vivants envahisseurs étaient affaiblis, ce qui les rendait plus faciles à éliminer. Jusqu'à présent, le son de la cloche empêchait les morts-vivants éloignés de s'approcher. Mais il y a peu de temps, la cloche a été brisée en morceaux. Le commandant ajoute qu'ils ont été pris par surprise et fortifièrent leur défense, mais l'ennemi a commencé à le sentir et s'approche lentement. Hyun-soo demande à Render si la cloche peut être réparée. Render réalise soudain qui est Hyun-soo et demande rapidement s'il vient de la part du maître Ding. Hyun-soo confirme qu'il a été envoyé par Ding, le maître de la tour des fabricants d'épées. Render reproche à Hyun-soo de ne pas l'avoir informé plus tôt, disant qu'il l'attendait, et l'emmène vite voir le capitaine. Hyun-soo rencontre le capitaine des chevaliers du château, Karl, qui lui demande si le grand Ding l'a envoyé. Render confirme cela, expliquant que Hyun-soo souhaite voir la cloche de Ramus en personne. Le capitaine Karl les informe que Ding a déjà jugé la cloche irréparable. Il explique que le seigneur a déjà fait plusieurs tentatives secrètes pour le restaurer, mais chaque expert a dit la même chose. La cloche Ramus brisée est marquée comme un artefact irréparable. Il ajoute qu'il reste une personne au château qui cherche un moyen de le réparer, mais c'est en vain. Render se souvient que cette personne était au niveau 290, et pourtant cela s'est avéré impossible. Le capitaine Karl demande à Hyun-soo de détailler ses compétences et son niveau actuel. Hyun-soo répond qu'il est au niveau 13, ce qui surprend énormément Render. Le capitaine dit à Hyun-soo qu'il ne veut pas le blâmer, lui qui est venu aider, mais qu'à son niveau, il serait sage de trouver un endroit où il peut vraiment contribuer. Le capitaine explique que la région du château est maintenant au bord de l'anéantissement, et lorsque l'armée principale des morts-vivants commencera à avancer, ce sera leur jour de jugement. Le capitaine dit qu'il doit protéger le seigneur et le peuple jusqu'au bout, et accomplir son devoir. À ce moment, un soldat entre en criant que les morts-vivants attaquent le mur est. Ce sont des ghouls et une énorme nuée d'entre elles se précipite vers eux. Il semble que le niveau des ghouls soit 41. Le capitaine ordonne à ses hommes que la situation est critique et qu'ils doivent tenir les portes à tout prix. Il ordonne à Render de le suivre et dit à Hyun-soo que tout ce qu'ils ont discuté doit rester secret. Hyun-soo pense que si c'est comme la guerre des orques, il peut gérer ça. Alors qu'une quête de guerre régionale débute, il doit repousser les ghouls et défendre les portes. Des hordes de ghouls foncent vers les murs. Les soldats luttent intensément, et Render dit que les monstres morts-vivants sont durs à tuer sans armes sacrées, donc il faut frapper au même endroit plusieurs fois. Render regarde avec stupéfaction Hyun-soo abattre un ghoul d'une seule flèche en pleine tête. Bien qu'il ne possède aucun pouvoir sacré, Hyun-soo utilise la compétence flèche volante, qui transperce les rangs de ghouls d'un seul coup puissant. La flèche s'élança avec force, transperçant les corps des ghouls les uns après les autres. Les soldats acclament avec enthousiasme, tandis que Render déclare qu'il les abattra tous, peu importe leur nombre. Hyun-soo se dit que ce n'est pas aussi terrible qu'il le croyait, et que si ça continue comme ça, ils réussiront la mission. Un message système annonce le début d'une nouvelle histoire. Soudain, une nouvelle menace apparaît, et une quête nécessitant la défaite d'un géant ghoul de siège se présente. Les soldats crient de terreur à l'apparition du géant ghoul et réalisent qu'ils doivent appeler le capitaine immédiatement. Mais un autre soldat explique que le capitaine Karl est occupé à défendre la porte et n'a pas de forces supplémentaires à offrir. À mesure que le danger approche, Render craint que le mur ne s'effondre. Hyun-soo annonce qu'il va attirer l'attention du monstre pendant un moment et saute du mur. Les soldats crient d'alarme, l'avertissant que c'est trop dangereux tout seul. En bas, Hyun-soo affronte le géant ghoul, esquivant habilement ses attaques et ripostant. Il réussit à attirer l'attention de la massive créature et pense qu'une fois qu'il l'aura abattu, les choses se passeront bien. Il continue d'esquiver les attaques brutales du ghoul et décide qu'il doit d'abord l'éloigner le plus possible du mur. Il se demande s'il a réussi à attirer toute son attention, mais le ghoul l'attaque soudainement avec une force écrasante. Hyun-soo est surpris par la vitesse immense de la bête. Pour mettre de la distance entre lui et la créature, il change d'arme pour son arc et tire une flèche en glissant sur le sol. La flèche atteint directement la tête du ghoul, mais elle rebondit sans causer aucun dégât, ce qui choque Hyun-soo.
Le ghoul riposte avec une attaque féroce, faisant chuter les points de vie de Hyun-Soo en dessous de 10%. Un message système l'avertit que si ses points de vie atteignent 0%, il sera déconnecté de force. Hyun-Soo crie, refusant de laisser les choses finir ainsi, mais il tombe, vaincu. Hyun-Soo tombe à genoux, se demandant l'absurdité du concept de déconnexion forcée. Il réalise que s'il échoue à terminer cet événement, il ne pourra pas participer au tournoi d'arts martiaux de Goyard, et si cela se produit, les factures d'hôpital de son père, son propre traitement, et le rétablissement de son chemin en tant que forgeron deviendront tous impossibles. Il refuse de redevenir une personne désespérée, réalisant que ce jeu était sa seule chance de changer sa réalité. Avec détermination, il déclare qu'il ne peut pas abandonner ici, quoi qu'il arrive. Il tire une autre flèche qui atteint le géant ghoul, lequel hurle de douleur, mais le monstre riposte avec une attaque sonore féroce, faisant chuter les points de vie de Hyun-Soo en dessous de 3%. Malgré ses blessures, Hyun-Soo crie qu'il n'abandonnera jamais et se prépare à tirer une autre flèche, affirmant que ce n'est pas fini, mais il est horrifié de voir que la corde de son arc est cassée. Le ghoul saisit l'opportunité et lance une attaque dévastatrice, réduisant les points de vie de Hyun-Soo à un seul. Alors qu'il est au bord de la défaite, Hyun-Soo refuse d'abandonner de cette manière en raison de sa persistance absolue. Un message système apparaît annonçant qu'une condition spéciale a été remplie. Le message explique qu'avec des points de vie inférieurs à 5%, son désir et sa volonté ont satisfait aux qualifications du dieu de la forge, lui permettant d'acquérir une nouvelle compétence. Hyun-Soo obtient la compétence de fabrication divine d'urgence, forgeant une arme en 20 secondes. Cette arme est utilisable seulement 30 secondes. Hyun-Soo réalise que c'est sa chance. La fabrication d'urgence divine débute avec un compte à rebours de 19 secondes. Hyun-Soo sait que c'est sa dernière chance pour réussir cette mission. Il choisit les matériaux et fabrique l'arme avec une vitesse incroyable tandis que le compte à rebours continue. Quand le chronomètre atteint 0, Hyun-Soo finit de créer une nouvelle épée et se précipite vers le monstre. Il pousse un cri de guerre, charge vers le géant ghoul et utilise la compétence de l'épée faux de la mort. Pendant un instant, le géant ghoul reste figé sur place, comme si le temps s'était arrêté autour de lui, et il le transperce avec sa nouvelle épée d'un coup fatal unique. Le géant ghoul tombe vaincu, et l'épuisé Hyun-Soo regarde la scène. Il sourit de victoire, réalisant qu'il a réussi. Un message système annonce qu'il a éliminé le géant ghoul et gagné une immense expérience, élevant son niveau à 38. Hyun-Soo pense avec soulagement que ce niveau est suffisant pour participer au tournoi. Hyun-Soo s'effondre d'épuisement alors que Rander et les soldats se précipitent vers lui en criant son nom. Plus tard, Hyun-Soo se réveille pour se retrouver dans un lit, entièrement bandé. Il se redresse, se demandant combien de temps s'est écoulé et demande ce qu'il est advenu du ghoul. Quand Hyun-Soo se réveille, il se retrouve entouré de soldats qui scandent son nom et l'appellent un véritable héros. Un soldat s'approche et le remercie, disant que c'est grâce à lui qu'ils ont survécu encore une fois ce jour-là. Le capitaine Karl le remercie aussi et lui demande comment il a réussi. Hyun-Soo répond qu'il n'est pas sûr de comment l'expliquer et pense que toute explication semblerait incroyable. Le capitaine insiste pour qu'il ne soit pas modeste, affirmant qu'il a dirigé la bataille d'aujourd'hui. Et Hyun-Soo pense à sa stratégie. Il a compris que les ghouls, comme les fantômes, sont vulnérables au pouvoir sacré. Cela lui a rappelé l'épée des 4 symboles, célèbre pour exorciser les esprits maléfiques et repousser les désastres. Grâce aux enseignements de son père sur la restauration ce jour-là, il a pu raviver cette épée. Hyun-Soo est reconnaissant que son plan ait fonctionné comme prévu. Le capitaine Karl insiste pour le récompenser et lui donne un sac contenant 2000 pièces d'or, ce qui rend Hyun-Soo très heureux, car cela équivaut à 2 millions de wons. Le capitaine Karl admet qu'il a mal jugé Hyun-Soo, pensant qu'il était comme les autres étrangers. Le capitaine s'incline, lui demandant d'accepter ses excuses. Hyun-Soo le rassure en disant que ce n'est pas grave et le remercie de l'avoir reconnu. À ce moment, leur affinité est à son comble. Le capitaine Karl demande alors à Hyun-Soo de réparer la cloche de Rama. Il explique avoir perçu une puissance sacrée dans l'épée que Hyun-Soo a maniée auparavant, et avec ce talent, il croit qu'il peut y arriver. Et Hyun-Soo s'excuse, disant qu'il apprécie ses paroles, mais qu'il doit se rendre maintenant au royaume de Goyard. Le capitaine Karl sourit, admettant qu'il avait oublié un détail important, à savoir que Hyun-Soo est forgeron. Il lui dit que le seigneur possède une médaille légendaire et que s'il répare la cloche, il pourrait la lui donner. Hyun-Soo est surpris par la mention d'une médaille légendaire et devient intéressé. Le capitaine Karl l'emmène voir la cloche. Il révèle un tas de fragments dorés, expliquant qu'il s'agit de la cloche de Ramas. Hyun-Soo est choqué. La cloche n'est pas juste cassée, mais totalement brisée. Le capitaine demande s'il peut vraiment la réparer et s'il peut y croire. Hyun-Soo admet que c'est pire qu'il ne le pensait, mais il croit qu'il doit y avoir une solution. À ce moment, une femme s'approche et dit froidement que la cloche est irréparable. Elle ajoute qu'à son niveau 290, elle ne peut pas le faire, et se demande comment il peut prétendre pouvoir le faire. Elle l'accuse d'être un imposteur. Plus tôt, une femme nommée Belle ou chef d'équipe Kim dit qu'elle quitte la guilde.
Le maître de la guilde du bouclier d'or, Krone, lui demande avec surprise pourquoi elle démissionne soudainement et si elle ne se soucie pas de tout ce qu'elle a bâti jusqu'à présent. Elle dit qu'elle est fatiguée. Krone tente de la convaincre de rester, affirmant que si elle réussit à faire venir le forgeron Heon cette fois, tout ira mieux. Mais elle rétorque avec colère que c'est ça le problème, demandant comment ils peuvent offrir 500 millions par an à un joueur quelconque. Krone soutient que le forgeron Hyun a vendu sa première épée pour 50 millions de wons et que s'il le recrute, la guilde s'élèvera vite. Bell rappelle à Crown que le forgeron précédent n'était qu'une source externe et que le suivant a pris la compte et s'est enfui. Elle mentionne aussi qu'un autre forgeron a gagné à la loterie et a disparu, continuant d'énumérer les échecs. Bell lui demande d'arrêter de lui expliquer maintenant à quel point il est difficile de nettoyer tout ce désordre et insiste pour qu'il ne tente pas de l'arrêter. Krone accepte à contre-cœur sa décision, mais lui assure qu'il gardera toujours une place pour elle si elle décide de revenir. La scène se déplace vers le château. Belle arrive et découvre le village en ruine, se demandant, choquée, comment un tel village a pu disparaître. Elle pense que cet endroit lui a montré que les gens ici ne sont pas juste des personnages non-joueurs, mais de vraies personnes comme elle. Belle pense que réparer la cloche Ramus pourrait stopper cette destruction. Elle décide de retourner vérifier la cloche. En arrivant à la salle de la cloche, elle est étonnée de voir Yoon-soo. Elle l'accuse d'être un imposteur. Yoon-soo, perplexe, demande qui elle est pour dire ça. Elle répond qu'elle est une forgeronne de rang bien supérieur. Le capitaine Carl intervient, demandant à tous de ne pas se battre. Il présente Belle comme la forgeronne avancée mentionnée plus tôt et Hyun-soo comme celui qui a aidé à éliminer les ghouls. Le capitaine ajoute joyeusement qu'en plus de cela, Hyun-soo dit qu'il va réparer la cloche. Belle se demande sarcastiquement comment un joueur de niveau 38 pourrait aider à éliminer des ghouls et maintenant prétendre réparer la cloche. Belle accuse Hyun-soo d'essayer de profiter de la situation qui se détériore dans la région du château. Hyun-soo lui demande calmement de quoi elle parle depuis son arrivée. Hyun-soo l'ignore et examine les fragments de la cloche, se demandant s'ils ont changé. Une fenêtre système apparaît, confirmant que la cloche de Rama est imprégnée de pouvoir sacré, complètement détruite, et que la réparation est impossible. Hyun-soo conclut qu'il n'y a aucune chance de réparation par des méthodes traditionnelles. Il prend alors un marteau et frappe l'un des fragments avec force. Belle hurle de terreur, lui disant d'arrêter. Hyun-soo parle calmement et lui dit que c'est possible. Il explique que la restauration est possible. Belle lui demande avec colère s'il ne connaît pas la signification d'un artefact irréparable. À ce moment-là, un soldat se précipite dans la pièce, criant pour le capitaine et leur dit que les morts-vivants affluent en grand nombre. Tout le monde est choqué. Une fenêtre système apparaît et Yoon-soo pense d'abord à une nouvelle quête, mais réalise que c'est une notification de mise à jour. Elle annonce que la mise à jour de la région du château a commencé et qu'une fois terminée, la région mise à jour sera créée. Il réalise que la région se transforme en terre des morts-vivants. Belle pense que c'est la fin, mais Hyun-soo la corrige en disant que s'ils fabriquent la cloche, ils peuvent l'arrêter. Belle dit que ces paroles sont impossibles, mais Hyun-soo insiste que c'est faisable. Ensuite, Hyun-soo demande à Belle à propos de la région du château. N'était-ce pas elle qui voulait la protéger? Belle admet que Hyun-soo a raison, mais elle se demande comment faire. Hyun-soo lui demande de le suivre, ajoutant les éclats de la cloche de Ramas à son inventaire. Hyun-soo déclare avec enthousiasme qu'ils protégeront cet endroit ensemble. Le capitaine Carl dit à Yoon-soo qu'il compte sur lui pour réparer la cloche et qu'il les retiendra aussi longtemps que possible. Yoon-soo répond de lui laisser faire. Le capitaine lève son épée et crie à ses hommes de garder espoir et qu'ils se battront jusqu'au bout. Il les exhorte à tenir encore un peu, insistant sur le fait qu'ils doivent protéger Castle. Dans l'atelier du forgeron, Belle demande à Yoon-soo ce qu'il va faire. Yoon-soo explique que lorsqu'il a brisé le fragment plus tôt, le pouvoir sacré n'a pas disparu, ce qui signifie que le pouvoir est dans le matériau lui-même. Il prévoit de fondre et forger une nouvelle cloche, pensant que si elle est complète, le pouvoir sacré sera renforcé. Belle remarque qu'elle n'a jamais vu une telle compétence, et Hyun-soo réplique qu'une compétence n'est pas toujours requise pour réparer. Le processus de fusion commence, et Belle se demande avec étonnement s'il a l'intention de faire cela à la main à notre époque. Hyun-soo lui demande pourquoi elle ne l'aide pas, expliquant qu'il ne peut pas le faire seul. Pendant ce temps, dans les bureaux des développeurs de jeux, un développeur regarde le compte à rebours pour la mise à jour de la région de Castle. Avec moins d'une heure restante, il dit désespérément qu'ils ont des soucis et que cette mise à jour pourrait être gâchée. Un collègue lui demande pourquoi il râle le jour de la mise à jour, et Kim Tae-suk lui dit de regarder l'écran. Le collègue se demande si c'est à propos de ce joueur forgeron. Il affirme qu'un joueur ne peut pas résoudre le problème, mais leur collègue féminine précise que Belle n'est pas un joueur ordinaire. Le jour fatidique de la mise à jour de la région de Castle arrive et la bataille s'intensifie. Carl crie des ordres pour arrêter les morts-vivants et les empêcher d'entrer. Ils se battent de toute leur force, haletant d'épuisement. Les soldats subissent des attaques brutales et l'un d'eux tombe face à un énorme monstre. Mais Carl intervient et tue la bête. Le capitaine Carl se précipite pour vérifier son état et crie à ses hommes de tenir un peu plus longtemps.
Il les exhorte à protéger Cassel, l'endroit où ils sont nés et ont grandi toute leur vie. Au milieu du combat, l'épée du capitaine Karl commence à se fissurer. Il se demande désespérément pourquoi cela se produit maintenant. Alors que son épée est sur le point de se briser, un monstre se jette sur lui et le capitaine crie de défi. Il maudit la situation, croyant que tout va se terminer ainsi. Soudain, un puissant son de cloche résonne sur le champ de bataille. Les morts-vivants se tiennent la tête et hurlent de douleur. Ils s'enflamment et tombent un par un tandis que le son mystérieux de la cloche continue de se répandre. L'écho de la cloche résonne dans toute la région et les forces de défense regardent joyeusement vers la source du son. Le capitaine Karl s'exclame joyeusement que la cloche de Ramas a été réparée. Dans les bureaux des développeurs, l'un d'eux recrache sa boisson, incapable de croire ce qu'il voit. Dans l'atelier du forgeron, Unsu mettait les dernières touches à la cloche et les développeurs se demandent s'ils ont vraiment réussi. Le développeur demande à son équipe, incrédule, s'il a perdu la tête. De retour à l'atelier, Unsu et Bell observent le marteau utilisé pour le travail. Bell demande comment ils ont réussi. Dans le bureau, un développeur s'exclame, demandant ce qui se passe et si la mise à jour a échoué. Kim Tae-sok explique que cet homme, Unsu, n'a pas dormi un seul instant depuis que le compte à rebours de la mise à jour a commencé il y a une semaine. Il est révélé qu'il y a 5 jours, Hyun-soo s'est rendu directement à l'atelier du forgeron dans la région de Cassel, a rassemblé la main-d'œuvre de la ville et a commencé à réparer la cloche de Rama. Il a expliqué qu'il devait tout faire fondre jusqu'à ses matériaux de base ou, plus précisément, en extraire la puissance divine. Pendant que Hyun-soo dessinait les plans, il a laissé Bell responsable de la gestion des ouvriers et de l'approvisionnement du champ de bataille. Ensuite, Hyun-soo a entamé la fabrication divine. Il comptait sur ses compétences pour optimiser la puissance de la cloche contre les forces des morts vivants et du mal, et ajouter une compétence pour infliger des dégâts directs. Il a crié aux ouvriers d'augmenter la chaleur du four avec la volonté partagée de protéger la région de Cassel, tous ensemble. Viser un seul objectif. Hyun-soo leur demanda de se concentrer et d'éviter toute impureté. Bien que les ouvriers soient déterminés à tout faire pour protéger leur patrie, ils pensaient que cela donnerait à la cloche un pouvoir divin encore plus grand. Les scènes montrent le passage des jours depuis le 4e jour avant la fin, puis le 3e, le 2e, et enfin le dernier jour où Belle continuait à observer, épuisée. Belle se réveille, se demandant quand elle s'est endormie. Elle voit la cloche finie avec émerveillement, ne pouvant croire que Hyun-soo a travaillé dessus sans pause pendant des jours. Une fenêtre de système apparaît devant elle, annonçant que son titre d'apprenti brille. Elle a assisté à un processus de fabrication réalisé par un maître artisan forgeron, ce qui a augmenté son efficacité de maîtrise avancée de la forge de 22%. Elle se demande avec stupeur si ce jeune homme est vraiment un maître artisan. Hyun-soo lui dit que le bruit devait être très fort, mais qu'elle a dormi profondément. Belle proteste, disant qu'elle n'a pas été inconsciente si longtemps. Hyun-soo la rassure en lui disant qu'ils en sont aux dernières étapes, et lui demande d'attendre jusqu'à ce que Belle lui demande soudainement s'il est Hyun, le forgeron. Hyun-soo confirme son identité, puis pose sa main sur la cloche nouvellement achevée, qui brille d'une puissance immense et est marquée de son symbole spécial. Belle regarde la cloche terminée avec admiration, disant que la qualifier de belle ne lui rend pas justice. C'est un chef-d'œuvre magnifique. Une fenêtre du système apparaît, expliquant qu'il s'agit de la 2e création sur mesure de Hyun en cours. Unique avec une durabilité infinie, c'est un artefact reconstruit qui était irréparable. Belle se demande si c'est la raison de sa puissance, admettant qu'elle n'a jamais vu quelqu'un réussir quelque chose de semblable auparavant. Soudain, Belle attrape fermement les mains de Hyun-soo et lui demande avec empressement d'être avec elle à partir de maintenant. Hyun-soo lui demande, confus, ce qu'elle veut dire, se demandant s'il s'agit d'une déclaration d'amour, ce que Belle nie avec embarras. La scène revient au jour décisif de la bataille, où Hyun-soo frappe la cloche nouvellement achevée. Des vagues d'énergie sacrée émanent de la cloche, anéantissant les hordes de morts vivants, qui crient de douleur en brûlant. Les soldats halètent face à la scène horrifique. Un message du système confirme que Hyun-soo a créé une nouvelle cloche, éradiqué les morts vivants, et qu'il peut maintenant empêcher la mise à jour et créer une nouvelle histoire. Hyun-soo crie triomphalement qu'ils l'ont fait, remerciant Dieu de ne pas avoir été trop tard, mais il s'effondre immédiatement, accablé par un état d'épuisement extrême qui le laisse abasourdi. Belle se précipite vers lui, demandant anxieusement s'il va bien, tandis qu'un message du système annonce l'achèvement de la réparation, la quête de la cloche de Rama. Un autre message indique que les récompenses ont changé. Pendant ce temps, la nouvelle se propage vite dans la communauté des joueurs d'Ares. Quelqu'un demande si d'autres connaissent le forgeron Hyun et publie un sujet intitulé « Pourquoi la mise à jour de la région de Cassel a échoué » avec des photos de la tour avant et après la réparation. Les joueurs reconnaissent Hyun grâce à sa première épée sur mesure et sont stupéfaits qu'il ait réparé la cloche de Ramas. Ainsi, de nombreux joueurs commencent à suivre l'atelier de Hyun. Hyun-soo se réveille dans son lit au son de notifications continues, se demandant d'où vient tout ce bruit. Il voit que le nombre d'abonnés à son atelier a grimpé à 100 655 et il est stupéfait.
Se demandant comment c'est possible, Hyun-soo sourit, réalisant que c'était bien. Il a gravé son nom Hyun sur la cloche, car maintenant tous ceux qui visitent la région de Kassel le verront. Quelqu'un frappe à la porte et demande la permission d'entrer. Le capitaine Karl entre avec enthousiasme, annonçant que le sauveur de leur région s'est réveillé. Il lui dit qu'il est venu avec l'approbation du Seigneur pour lui donner sa récompense pour avoir fabriqué la cloche, qui est de 330 000 pièces d'or. Hyun-soo est stupéfait par le montant, qui équivaut à 330 millions de won. Le capitaine ajoute que le sauveur mérite une récompense de cette envergure et lui présente une boîte en cadeau de la part du Seigneur lui-même. Hyun-soo l'ouvre pour découvrir le métal légendaire Orichalk. Hyun-soo remercie le capitaine. Le capitaine Karl insiste sur le fait que c'est eux qui devraient le remercier, expliquant qu'à la différence des autres étrangers, Hyun-soo n'a pas abandonné leur région et les a protégés. Le capitaine exprime sa sincère gratitude. Hyun-soo ressent la sincérité du capitaine et pense qu'il n'a fait que ce qui devait être fait. Il réalise que le désespoir des gens d'Aris n'est pas différent de leur désespoir dans la réalité. Hyun-soo prend alors congé du capitaine, expliquant qu'il doit retourner là où il vivait auparavant pour un certain temps, et le capitaine accepte immédiatement. Hyun-soo décide qu'il est temps de récupérer son atelier et se déconnecte du jeu. Le capitaine et son collègue regardent l'endroit où Hyun-soo a disparu, commentant que les étrangers forment un groupe étrange. Le lendemain, à Gyeongju, Hyun-soo rencontre l'investisseur immobilier Kang Hyuk-soo. Kang regarde son téléphone, qui affiche un message indiquant que M. Hyun-soo a déposé 330 millions de won. Kang dit à Hyun-soo qu'il l'a vraiment fait, exprimant son étonnement et sa profonde admiration. La scène remonte à un an auparavant. Hyun-soo est assis avec Kang Hyuk-soo, qui examine les papiers de propriété. Kang dit que le total est de 330 millions de won. Il mentionne avoir entendu parler du grand incendie et rassure Hyun-soo en disant que cette somme devrait suffire pour les frais d'hôpital, l'encourageant à garder espoir. Alors que Kang se prépare à partir, Hyun-soo demande d'une voix hésitante s'il pourrait racheter l'atelier. Kang Hyuk-soo demande des précisions sur ce que Hyun-soo vient de dire. Hyun-soo répète sa question, expliquant que s'il pouvait d'une manière ou d'une autre réunir l'argent, Kang lui revendrait-il l'atelier? Kang lui conseille que racheter un atelier incendié serait juste un gaspillage d'argent et qu'il vaudrait mieux en acheter un nouveau s'il en avait besoin. Hyun-soo insiste sur le fait que cela doit être leur atelier, car l'endroit est rempli de souvenirs de son père. Kang y réfléchit puis décide d'accorder à Hyun-soo un délai de grâce d'exactement 1 an. Cependant, il l'avertit que dès que l'année sera écoulée, il vendra la propriété au premier acheteur. Hyun-soo le remercie chaleureusement tandis que Kang lui dit qu'il attendra son appel dans le présent. En relisant le message de dépôt, Kang répète son admiration profonde pour Hyun-soo. Il admet que bien qu'il ait été celui qui a fait l'offre, dans son cœur, il savait qu'il demandait l'impossible. Hyun-soo dit que l'année était juste une estimation et que la chance de vendre cette propriété aurait pu finir à tout moment, mais Kang avait déjà respecté sa promesse. Hyun-soo demande pourquoi Kang a été si gentil. Kang répond qu'il était le premier à vouloir racheter une propriété après l'avoir vendue. Il ajoute qu'il voulait juste encourager quelqu'un comme lui. Hyun-soo remercie Kang à nouveau et pense en lui-même que grâce à lui, il n'a pas eu à abandonner l'atelier et qu'il doit lui offrir quelque chose en retour. Hyun-soo lui demande s'il connaît un jeu appelé Ares. Kang rit et répond que bien sûr qu'il le connaît. Qui n'en a pas entendu parler de nos jours? Hyun-soo révèle qu'il est en réalité forgeron dans le monde d'Aris. Kang observe que c'est véritablement le métier idéal pour lui. Hyun-soo propose alors de lui confectionner un artefact en guise de cadeau. Kang demande avec enthousiasme s'il peut lui fabriquer une pièce sur mesure, peu importe l'effet, le type ou le niveau. Hyun-soo sourit et répond bien sûr, promettant qu'il lui fera tout ce qu'il veut. Hyun-soo pénètre dans une taverne où Belle l'invite à venir s'asseoir à ses côtés. C'est la toute première fois qu'ils se rencontrent depuis l'incident des morts vivants. Belle se lamente de la difficulté qu'elle a rencontrée pour le localiser, et Hyun-soo présente ses excuses, mais elle précise qu'elle plaisantait. Belle se présente correctement, expliquant qu'elle était la stratège en chef de la guilde du bouclier d'or et celle qui a construit la guilde telle qu'elle est aujourd'hui. Elle ajoute que ce jour-là, elle est devenue certaine d'une chose, que Hyun-soo deviendrait un jour l'un des joueurs les mieux classés. Par conséquent, Belle va droit au but. Elle lui dit que lorsqu'il finira par créer une guilde, elle souhaite en être le premier membre. Hyun-soo lui rappelle en plaisantant qu'elle l'appelait un escroc pas plus tard que l'autre jour. Belle s'excuse immédiatement, mais justifie sa position en expliquant que n'importe qui aurait pu mal comprendre dans une telle situation. Hyun-soo lui répond qu'il plaisantait et qu'il est également impatient de collaborer avec elle, et ils se serrent la main chaleureusement. Mais avant cela, Hyun-soo décide de lui parler de ses plans. Belle est choquée d'apprendre que Hyun-soo va rencontrer le roi de l'épée Perad, l'une des 10 légendes. Hyun-soo confirme qu'il participera au tournoi d'arts martiaux de Joyard, ajoute que le pain qu'il mange est délicieux et se demande si le gagnant recevra son prix de parade lui-même. Belle confirme cela, mais est inquiète, expliquant que ce tournoi est un rassemblement de jeunes talents de partout et que ce n'est pas une plaisanterie. Hyun-soo répond simplement que c'est précisément pour cela qu'il doit gagner. Belle se demande comment il peut dire ça si simplement,
et s'il peut même goûter sa nourriture. Hyun-soo la rassure, en disant de ne pas s'inquiéter, et qu'il visera le sommet avec sa spécialité, la laissant perplexe. Lorsque Hyun-soo lui demande si elle va manger, elle répond qu'elle est rassasiée. Le jour du tournoi d'arts martiaux de Joyard arrive. Le responsable du tournoi, Baek, accueille les étrangers. Il annonce que le tournoi commencera dès qu'il descendra de la scène et qu'ils affronteront tous des monstres sous peu. Il ajoute que bien qu'ils ne puissent peut-être pas le voir, Sa Majesté le roi Parade les observe. Donc ils doivent se comporter au mieux. Il leur souhaite bonne chance et une fenêtre système annonce le début du tournoi. Dans l'arène, les participants affrontent les monstres. La première mission est de survivre à l'attaque du golem. Avec 1 heure pour combattre, les participants se lancent avec enthousiasme, l'un d'eux s'attendant à affronter un golem en premier. Une fenêtre système annonce la première épreuve. Celui qui tue le golem de pierre de niveau 109 recevra une récompense. Un participant est surpris par le niveau élevé du golem, se demandant si c'était toujours aussi élevé, et notant que le premier tour est censé être facile. Un autre participant se précipite imprudemment, déclarant premier arrivé, premier servi, mais est immédiatement écrasé par le golem, ce qui entraîne une déconnexion forcée. Les autres participants crient de terreur et tentent d'esquiver les attaques, mais ils tombent un à un et sont également déconnectés. Les participants crient de terreur, réalisant que la situation diffère totalement des infos qu'ils avaient, et se demandent comment vaincre cette chose. Hyun reste à observer la situation, tandis que les autres joueurs maudissent leur malchance, réalisant qu'ils ont été trompés. Ailleurs, le responsable du tournoi, Baek, se rend compte que le tournoi est devenu un véritable désastre. Un golem de pierre du tournoi de haut niveau a été mélangé par erreur. Baek craint qu'à ce rythme, tous les participants du tournoi ne soient éliminés et décide qu'il doit voir Sa Majesté immédiatement. Baek se précipite dans la chambre du roi en criant « Votre Majesté !» Il insiste pour qu'ils arrêtent le tournoi immédiatement, mais le roi Parade rejette calmement sa demande. Baek demande, perplexe, « Quoi ? Mais, cependant ?» Le roi l'interrompt, lui demandant s'il ne comprend toujours pas la situation. Le roi lui dit de regarder attentivement ce guerrier dans l'arène. Hyun-soo tire une flèche lumineuse qui atteint le golem de pierre. Il est révélé que c'est la 3e création sur mesure de Hyun-soo, l'Orichalcum Cell, une flèche spéciale qui a la capacité de revenir à l'utilisateur après avoir été tirée. Les autres joueurs sont stupéfaits, se demandant comment une flèche peut revenir comme un boomerang. Hyun-soo pense que cette flèche est la récompense qu'il a obtenue de Cassel et qu'il est incroyable qu'elle soit faite du légendaire Orichalk et qu'elle fonctionne aussi bien que prévu. Hyun-soo tire à nouveau la flèche, atteignant le golem alors qu'elle revient vers lui. La flèche manque de peu un autre joueur qui s'exclame à Hyun-soo de faire attention à moins qu'il ne souhaite le blesser, et Hyun-soo s'excuse immédiatement. À la suite du coup, le golem de pierre est étourdi pendant 4 secondes. Les joueurs crient que le golem est étourdi et que c'est leur chance d'attaquer. Les joueurs lancent une attaque totale, mais le golem se rétablit et rugit de colère. Il commence à attaquer violemment et les joueurs crient et se préviennent mutuellement. Le golem continue sa frénésie aléatoire et se dirige vers Hyun-soo, tandis qu'un joueur crie qu'ils doivent juste tenir un peu plus longtemps et ce sera fini. Et un autre crie à Hyun-soo de courir. Les joueurs encaissent sur le coup et luttent pour rester en vie. Au dernier moment, Hyun-soo change d'arme pour son épée de lumière du jour, déclarant que ce n'est pas encore fini. Il bloque le coup massif du golem, mais la force de l'impact le projette au sol. Baek supplie le roi Parade, disant qu'ils doivent arrêter le tournoi maintenant, soulignant que le participant semble avoir atteint sa limite. Le roi observe avec intérêt et soudain, quelque chose d'inattendu se produit. Cela attire son attention dans l'arène. Bien qu'il soit tombé, Hyun-soo utilise à nouveau la compétence d'artisanat divin d'urgence. Le processus de fabrication s'achève, aboutissant à la création de la rosée de laine de Damas, une arme spécialement conçue pour fendre la pierre. D'un coup puissant, Hyun-soo parvient à vaincre le golem de pierre. Le Damascus Wooldew disparaît car c'était une création d'urgence, tandis que Hyun-soo reçoit une avalanche de notifications de montée de niveau. Hyun-soo est stupéfait de réaliser que son niveau a augmenté de 14. Tandis que les autres joueurs le regardent avec incrédulité, se demandant comment il a réussi à le vaincre, Hyun-soo leur demande avec confusion s'il n'était pas censé le vaincre. Les joueurs répondent que la mission était de survivre, alors comment pouvait-il vaincre un monstre avec un écart de niveau aussi énorme? Ils expliquent que l'épreuve consiste en 3 étapes et que l'apparition de ce golem avait déjà perturbé l'équilibre. Ce n'était pas là pour être vaincu. Hyun-soo comprend maintenant la situation. Soudain, Hyun-soo se sent extrêmement étourdi et perd connaissance. Les autres joueurs se rassemblent autour de lui, se demandant s'il s'est évanoui et remarquent qu'il n'a pas été déconnecté. Ils discutent du nombre d'armes qu'il a utilisées, pensant d'abord qu'il était polyvalent, mais réalisant maintenant qu'il est un maître d'armes et souhaitant avoir une de ces armes incroyables. À ce moment-là, Baek annonce à tous les participants qu'en raison d'une erreur de la part de l'organisateur, le tournoi d'arts martiaux sera suspendu et leur ordonne de partir. La nouvelle de l'exploit de Hyun-soo se répand vite en ligne, avec des milliers de personnes regardant un flux en direct de lui inconscient dans l'arène. Les spectateurs se demandent comment il a vaincu le golem de pierre seul et cherchent des infos sur son arc et ses flèches.
Quelqu'un remarque que Hyun-soo a laissé tomber sa flèche et en zoomant, il voit le nom Hyun gravé dessus. Les spectateurs le relient immédiatement au Hyun qui a créé la cloche irréparable dans la région de Kassel. Ils sont stupéfaits, se demandant comment un forgeron peut être si puissant et admirant son équipement supérieur. Dans les bureaux de Beholder, l'équipe du service client fait face à un flot de demandes sur la raison de la suspension du tournoi. Le personnel ne peut pas fournir de réponse claire, se contentant de dire que c'était une décision prise par la volonté libre d'Arès ou que cela concerne un problème interne au royaume de Joyard, et ils s'excusent à plusieurs reprises auprès des clients. Dans le département de développement, une employée dit à son chef d'équipe qu'il y a un gros souci. Il lui répond qu'il est occupé pour l'instant. Elle l'informe que le tournoi d'arts martiaux de Joyard a été suspendu et il réplique calmement qu'il savait que cela arriverait. L'employé crie que ce n'est pas le souci, mais que le roi Parade a convoqué l'utilisateur. Hyun-soo, le chef d'équipe, est surpris, se demandant comment il pourrait se voir si vite alors que les préparatifs du tournoi demandent encore du temps. L'employé confirme que Hyun-soo se rend maintenant à la salle de réception, mais le chef d'équipe réalise qu'il est dans le pétrin et qu'il va encore devoir travailler toute la nuit. Il commente que cet utilisateur défie toute logique et que ses actions sont imprévisibles. Il se demande ce qui se passera si Hyun-soo réussit la demande de Parade et que leur affinité atteint son maximum. Il conclut donc que Hyun-soo maîtrisera l'art de l'escrime du roi de l'épée et deviendra le forgeron le plus puissant jamais vu. Le chef de l'équipe de développement commente que ce ne sera pas simple car la décision dépend du libre arbitre de Parade. Son collègue exprime le sentiment que Hyun-soo réussira, ce qui inquiète le chef d'équipe, qui lui demande de ne pas dire de telles choses inquiétantes. Le lendemain dans le jeu, Hyun-soo est escorté jusqu'à la salle du trône, pensant qu'il rencontrera Parade plus tôt qu'il ne l'avait prévu. Hyun-soo s'agenouille devant le roi Parade, qu'il appelle étranger. Parade explique que normalement le prix aurait été remis devant tout le monde, mais il demande sa compréhension pour simplifier les choses en raison de l'incident inattendu. Il ajoute que tout le monde reconnaîtra sa performance remarquable en tant que maître d'armes hier. Le roi offre à Hyun-soo un prix monétaire de 13 000 pièces d'or. Mais Hyun-soo se lève soudain et interrompt le roi, disant « Majesté, j'ai entendu que vous me cherchiez. » Les gardes du roi sont outrés par son insolence, pensant qu'une telle arrogance est intolérable, peu importe la rareté du guerrier, et se demandent comment il ose parler alors que sa majesté n'a pas fini. Hyun-soo répond avec calme, annonçant qu'il est Hyun, le forgeron. La colère des gardes augmente et ils se préparent à l'expulser sur le champ. Cependant, le roi Parade leur ordonne de s'arrêter, confirmant qu'il, Hyun-soo, est bien l'invité qu'il attendait. Hyun-soo salue formellement sa majesté le roi Parade. Parade, l'une des 10 légendes d'Arès, lui dit qu'il a pris son temps. Hyun-soo répond que la route jusqu'ici a été difficile. Parade lui demande s'il sait pourquoi il a été convoqué. Hyun-soo devine que c'est pour lui commander de forger une épée, ce que le roi confirme. Parade explique que même le meilleur forgeron du royaume, et même Tank, le maître de la tour de l'épée, ont échoué à cette tâche. Pour cette raison, il veut savoir ce qui rend Hyun-soo digne de confiance. Sous une pression immense, Hyun-soo répond qu'il n'a qu'une seule chose. Il est venu jusqu'ici en ne croyant qu'en sa propre compétence. Le roi Parade rit bruyamment, impressionné par l'audace de l'étranger. Le roi décide de parier sur la confiance de Hyun-soo et ordonne à ses hommes d'apporter ce qu'il a préparé. Un coffre lumineux est présenté devant Hyun-soo. Le coffre contient du fer froid centenaire, un minerai spécial qui a absorbé le froid pendant 100 ans et possède des propriétés de résistance au feu et de glace. Hyun-soo regarde le métal avec émerveillement, pensant qu'il semble tout droit sorti d'un roman d'arts martiaux. Parade précise sa demande. Il veut une épée de grade épique ou supérieur qui émet du givre. Il promet que s'il est satisfait, il lui accordera tout ce qu'il désire, mais il le prévient que s'il est déçu, il ne remettra jamais les pieds dans le royaume de Joyard. Une fenêtre de quête apparaît intitulée « La commission du roi », qui nécessite la reconnaissance du roi. La récompense est la réalisation d'une demande de Parade, et la pénalité en cas d'échec est l'expulsion du royaume de Joyard. Hyun-soo accepte la quête, promettant qu'il ne décevra pas le roi et qu'il réussira sûrement. Plus tard, dans l'atelier du forgeron, Hyun-soo sent son cou brûler sous l'intensité du regard dirigé vers lui. Il se tourne pour voir une femme le regarder. C'est Bella, la vice-capitaine des chevaliers du royaume de Joyard, et son niveau est 301. Hyun-soo pense en lui-même que même s'il est un étranger, mettre un garde sur lui de manière aussi flagrante est excessif. Mais il change d'avis, trouvant normal qu'il ne lui fasse pas confiance facilement. Bella lui dit d'ignorer sa présence et de se concentrer sur son travail. Hyun-soo lui demande avec un sourire légèrement sarcastique si son regard est vraiment si évident, et elle répond par l'affirmative. Bella se demande qui peut bien penser être ce jeune homme, se souvenant que son Altesse a misé sa dernière chance sur eux et jure qu'il ne doit absolument pas échouer. Hyun-soo ressent l'immense pression qu'elle exerce sur lui. Soudain, une sonnerie retentit dans le jeu, intriguant Hyun-soo. Il s'excuse auprès de Bella, expliquant qu'il semble que quelque chose se soit passé dans son monde réel, et lui demande si cela ne la dérange pas s'il s'absente un moment. Hyun-soo se réveille dans sa capsule dans le monde réel et va ouvrir la porte.
Il est surpris de voir la propriétaire. Hyun-soo lui demande la raison de sa visite. La dame lui annonce qu'elle a choisi de vendre la maison, expliquant que son mari a récemment perdu son emploi et qu'ils doivent régler quelques affaires. Elle s'excuse auprès de lui. Hyun-soo lui dit de ne pas s'excuser, pensant que c'est lui qui devrait être désolé de louer l'endroit à un prix bas et d'avoir du retard dans le paiement du loyer. Plusieurs fois, il lui demande quand il doit partir et elle lui dit qu'elle aura besoin qu'il quitte les lieux dans 2 semaines. La dame se sent honteuse devant lui, mais il lui demande de ne pas dire cela, lui assurant qu'il a bien vécu ici et s'incline respectueusement devant elle. Après son départ, Hyun-soo se répète la date limite, 2 semaines. Hyun-soo se sent épuisé. Il pense que bien qu'il ait gagné une bonne somme d'argent à Aries, les factures d'hôpital de son père coûtent des dizaines de millions et racheter l'atelier brûlé lui a coûté 330 millions de wons. En plus, il n'a même pas commencé ses traitements pour les brûlures. Il se demande désespérément où aller maintenant. À ce moment, son téléphone sonne. L'appelant est Kim Hyo-in-bell. Lorsqu'il répond, Belle lui demande ce qu'il fait et lui dit qu'elle a une bonne idée concernant la quête, c'est pourquoi elle a appelé. Hyun-soo lui demande de le rappeler plus tard, en expliquant que sa tête est un peu préoccupée en ce moment. Belle lui demande si quelque chose ne va pas. Hyun-soo lui dit que la quête de Parade est importante, mais qu'il doit soudainement quitter sa maison dans 2 semaines. Belle lui rappelle avec colère l'importance de cette quête. Elle lui dit qu'elle attend 2 résultats principaux de celle-ci. Belle explique qu'en ce moment, les gens se demandent si le champion du tournoi d'arts martiaux de Joyard et le forgeron Hyun sont la même personne. Elle lui suggère de ne pas encore clarifier la situation, et quand il révélera son chemin plus tard, cela fera sensation. Elle ajoute qu'il a reçu une commande pour forger une épée de Parade, l'un des PNJ les plus influents d'Ares. Elle lui demande d'imaginer Parade, révélant une nouvelle épée gravée du nom Hyun. C'est à ce moment-là que sa valeur va monter en flèche, c'est pourquoi elle a dit qu'elle le soutiendrait. Hyun-soo la remercie, disant qu'elle l'a ramené à la raison et promet qu'il fera de son mieux. Hyun-soo retourne dans le jeu pour trouver Bella en train de lui crier dessus avec colère. Bella crie sur Hyun-soo, lui demandant pourquoi il ne revient que maintenant, et il demande, confus, ce qui s'est passé. Bella lui dit que son Altesse royale Parade a été piégée dans le nid du dragon. Et Hyun-soo demande, stupéfait, où le roi Parade est piégé, puis l'emplacement précis du nid du dragon. Bella, incrédule, lui demande comment il peut être surpris sans savoir où c'est, et Hyun-soo répond qu'il pensait devoir au moins faire semblant d'être surpris. Bella lui dit que le temps presse et explique rapidement. Elle précise que le nid de flamme est le nom général pour la région des monstres de type feu. Parmi eux se trouve le donjon Efrit, un endroit d'où personne n'est revenu vivant, sauf Sa Majesté, le roi Parade. Hyun-soo se demande pourquoi le roi retournerait dans un donjon déjà visité, surtout qu'il n'a pas encore reçu l'arme qu'il lui a demandé de fabriquer. Bella répond que c'est parce que la cible de vengeance de Sa Majesté se trouve là-bas. Hyun-soo est surpris d'entendre les mots cible de vengeance. La scène se déplace vers le nid de flamme, où le roi Parade arrive, souffrant de ses blessures. Il regarde la porte devant lui, réalisant qu'une fois qu'il l'aura franchie, tout commencera. Il pense que même son épée actuelle ne sera pas suffisante. Il se sent soulagé que ses hommes aient pu s'échapper en toute sécurité, mais il sait que les renforts mettront au moins 3 jours à arriver. Il sourit amèrement, admettant qu'il aurait peut-être dû attendre que l'étranger termine l'épée. Un souvenir triste s'insinue dans son esprit et il souhaite que son fils Ban soit encore en vie. Il aurait eu à peu près le même âge que ce jeune homme, Hyun-soo. Il se souvient de la manière dont son fils est mort dans ses bras. Appelant père. Dans ce souvenir douloureux, Parade demande à son fils comment il est venu ici sans le lui dire. Ban répond qu'il pensait que s'il conquérissait ce donjon, il deviendrait enfin un fils dont son père pourrait être fier. Mais il réalise maintenant qu'il était trop faible et s'excuse. Parade crie à son fils qu'il n'a pas besoin de s'excuser et lui dit de s'accrocher à la vie. Mais Ban s'excuse à nouveau auprès de son père, puis rend son dernier souffle dans ses bras, laissant Parade bercer son corps sans vie dans le désespoir. Dans le présent, Parade pense qu'il aurait mieux valu attendre l'épée de l'étranger, mais il ne peut pas laisser Efrit fuir. Il a attendu des années pour qu'il se montre et est résolu à l'éliminer. Puis Parade marche résolument vers la porte flamboyante du donjon. Bella explique que depuis la mort du prince, Sa Majesté a essayé par tous les moyens de traquer Ifrit. Mais Ifrit ne s'est pas révélé si facilement. Elle ajoute que cela pourrait être la dernière chance de Sa Majesté. Bella admet franchement qu'elle trouve difficile de faire confiance à un étranger comme Hyun-soo. Mais elle ajoute que si Sa Majesté lui a confié cette tâche, il doit y avoir une raison. Puis Bella s'incline devant lui et, comme chevalier du royaume de Joyard, elle le supplie de sauver Sa Majesté. Une nouvelle quête d'urgence apparaît, intitulée « Une épée qui peut sauver le roi ». La quête nécessite d'accepter la demande de Bella, avec pour récompense une augmentation de sa confiance et pour pénalité, en cas d'échec, la mort de Parade. La mission est de forger une lame capable de le sauver. Hyun-soo pense à l'histoire tragique de Parade. Il se souvient de comment, ce jour-là, lui aussi a failli tout perdre dans les flammes. Il se demande s'il aurait pu aller de l'avant s'il avait perdu sa famille comme Parade. Avec une détermination ferme, il dit à Bella qu'il fera tout ce qu'il peut.
Hyun-soo commence immédiatement à travailler dans l'atelier, martelant le métal avec enthousiasme, puis le plongeant dans l'eau. Il pense qu'on dit que la chaleur des frites peut même faire fondre des armes de qualité unique. Il en conclut qu'il devra forger une arme qui dépasse la qualité unique. Il décide de se concentrer sur l'effet de la pierre gelée, qui est insoluble. Alors qu'il travaille, une fenêtre système apparaît lui indiquant que sa compréhension du fer froid centenaire s'est approfondie. Un autre message apparaît, annonçant que l'esprit du forgeron a été activé. Le message explique que, lors de la forge de cette lame, Hyun-soo s'est immergé dans le travail plus que quiconque. Sa passion, sa détermination et son empathie l'ont conduit à un état de concentration totale. En conséquence, le système annonce que la première épée de qualité légendaire de Hyun est en cours de forge. Une lumière vive émane de l'atelier et Bella se demande si c'est terminé. Hyun-soo se tient debout, tenant la nouvelle épée lumineuse et déclare qu'il est temps d'aller sauver sa majesté, le roi Parade. Pendant ce temps, dans le nid de flammes, Parade crie de douleur en recevant un coup violent. Il se met à genoux, déterminé à en finir aujourd'hui. Le chef du nid de flammes, l'Efrit de niveau 409, apparaît devant lui. Parade crie le nom d'Efrit, qui se moque de lui en disant qu'il n'a aucune idée de combien de temps il a attendu pour le rencontrer. Puis ils se précipitent, l'un vers l'autre dans une bataille épique, et Ifrit pousse un rugissement assourdissant. La bataille intense et féroce entre le roi Parade et Ifrit se poursuit. Parade parvient à bloquer les attaques violentes et ardentes d'Ifrit, mais l'immense puissance d'Ifrit finit par le submerger. Parade est stupéfait de constater que l'épée d'Ifrit est constituée de flammes pures, et une série de coups violents qu'il ne parvient pas à bloquer s'ensuit. Ifrit crie de triomphe et déchaîne une vague de ses flammes, forçant Parade à battre en retraite, souffrant. Ifrit rit triomphalement tandis que Parade s'agenouille, vaincu, maudissant la situation, croyant qu'elle s'est terminée par un échec. Ifrit se prépare à porter le coup fatal et projette sa lance en direction de Parade. Soudain, une immense épée glacée surgit de nulle part, stoppant l'assaut d'Ifrit. Hyun-soo et Bella sont arrivés à temps. Bella crie à roi Parade et lui dit d'utiliser la nouvelle épée. Parade saisit la nouvelle épée lumineuse qui a été lancée devant lui. Une fenêtre système apparaît affichant les détails de l'épée personnalisée de Hyun pour Paradise. L'épée légendaire possède des capacités spéciales étonnantes. 343% de résistance à l'attribut de feu, 194% de puissance d'attaque avec l'attribut de glace et une augmentation massive de 397% de la puissance d'attaque de l'attribut de glace contre les monstres de feu. Il a également une compétence active appelée Fleur de Givre. Hyun-soo demande au roi d'essayer de l'utiliser. Parade saisit l'épée, qui brille d'une puissance glaciale. Parade déclenche la compétence Fleur de Givre et une puissante vague de glace balaie le champ de bataille, gelant les attaques enflammées d'Ifrit. Ifrit hurle de douleur alors que le pouvoir glacé de l'épée contre sa chaleur. Parade déclare que c'est terminé. Parade se précipite en avant et son épée glacée entre en collision avec le corps enflammé d'Ifrit et le brise. Ifrit est choqué et Parade continue son attaque. Parade réussit à porter un coup fatal, vainquant Ifrit. Une fenêtre système annonce qu'il a vaincu le monstre boss. Parade pousse un soupir de soulagement, croyant qu'ils ont enfin réussi. Mais soudain, le corps d'Ifrit commence à briller et à exploser. Hyun-soo se demande ce qui se passe. Bella réalise que certains monstres s'autodétruisent avant de mourir. Parade est pris dans l'énorme explosion qui détruit tout le donjon. Bella crie au roi Parade de sortir immédiatement, l'avertissant du danger. Parade lui ordonne de rester, le considérant comme un ordre royal. Il regarde un médaillon avec une photo de son fils et pense vouloir en finir ici. Bella est désespérée. Elle sait qu'elle doit sauver sa majesté, mais il lui a dit de ne pas venir. Confuse, elle se demande quoi faire. Hyun-soo s'avance seul et lui dit qu'il ira chercher sa majesté. Il utilise la compétence d'artisanat divin d'urgence pour créer un bouclier résistant aux flammes. Hyun-soo entre dans l'enfer ardent et appelle sa majesté, le roi Parade. Le roi lui ordonne de retourner, disant qu'il a déjà fait plus que sa part. Hyun-soo refuse de partir, insistant sur le fait qu'il est venu ici pour l'accompagner et qu'il ne partira pas. Hyun-soo lui demande si sa décision est due à la personne dans le médaillon. Le roi le confirme, admettant qu'à cause de lui, son fils a quitté ce monde et se demande avec quel visage il peut continuer à vivre. Hyun-soo lui demande s'il pense que la personne dans le médaillon serait heureuse de cela. Parade devient furieux, criant à Hyun-soo qu'il n'ose pas parler et que personne ne peut connaître ce sentiment, la douleur de perdre un enfant à cause de lui. Parade attrape Hyun-soo par le col et lui crie dessus, lui demandant comment il ose même en parler. Hyun-soo admet qu'il ne connaîtra jamais cette douleur spécifique, mais il précise qu'il a failli perdre un membre cher de sa famille, révélant que son père est dans le coma. Hyun-soo dit au roi qu'il avait l'habitude de prier chaque jour pour que son père ouvre les yeux, mais qu'il est maintenant simplement heureux que son père soit vivant d'une manière ou d'une autre. Il lui assure que c'est ce que son fils doit ressentir aussi. Parade embrasse Hyun-soo alors qu'il pleure, lui demandant de laisser son fils partir en paix. Le roi voit une vision de son fils souriant et s'excuse auprès de lui à plusieurs reprises, admettant que son père insensé avait tort.
Hyun-Soo murmure doucement qu'il doit absolument vivre et demande « Ne devrait-il pas être un père dont son fils est véritablement fier ?» Le roi Perad acquiesce, affirmant qu'il ne doit en aucun cas être un père honteux. Le roi Perad sourit et dit à Hyun-Soo de partir. Ils émergent des flammes qui s'effondrent et Bella se précipite vers eux en criant étranger. « Sa Majesté va-t-elle bien ?» Hyun-Soo la rassure en lui disant que Sa Majesté va bien et qu'il reviendra bientôt. Un message système apparaît annonçant que ses points de vie ont atteint 0 et qu'il sera déconnecté de force. Hyun-Soo la rassure en disant que les étrangers ne meurent pas, puis disparaît. Bella regarde avec stupéfaction tandis que le roi Parad s'effondre dans ses bras, murmurant que le garçon l'a sauvé. Bella crie le nom de Sa Majesté et lui dit de reprendre connaissance. Parad perd connaissance avec un sourire sur le visage. Hyun-Soo se réveille dans le monde réel et un message système apparaît indiquant qu'en raison de la pénalité de déconnexion forcée, son niveau a diminué de 1. Il regarde ses mains bandées avec des larmes dans les yeux et promet à son père qu'il avancera.